bonsoir à tous. Dans cette salle comble, écoutez, ça fait 8 ans que j'ai créé cette université populaire. Je suis très ému ce soir de voir une salle quasiment comble. Parce que oui, ça m'est arrivé de faire des conférences devant 3 personnes, je vous le dis, franchement. Et donc je suis oui, je suis très content de pouvoir vous accueillir ce soir pour la première rencontre avec mon ami Yann Mambrini, donc, à qui je consacre le séminaire de ce semestre 1, autour de son livre La Nouvelle Physique, paru chez Albin Michel. Donc il nous fait l'amitié de venir nous voir ce soir pour une première rencontre. Il y aura une deuxième rencontre au mois de décembre, je vous repréciserai la date. Ce soir, il va nous parler du voyage, il va nous faire un voyage au cœur de la galaxie et au-delà, vous voyez, donc d'où cette ambiance cinématographique. À la fin, comme il a tout prévu, il pourra même signer ses livres, si ça vous intéresse. Donc je vois La Nouvelle Physique, son livre Histoire de temps sur l'histoire de la mesure du temps, l'histoire des instruments de mesure du temps, et son livre aussi Newton à la plage. Donc je rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas que Yann Mambrini est chercheur, donc était physicien, chercheur associé au CERN, chercheur au CNRS, professeur de physique théorique à l'École normale supérieure, et donc il est l'auteur notamment du livre La Nouvelle Physique, qui a reçu le prix scientifique, le prix du livre scientifique pour Yann en 2024. Eh bien, cher Yann, merci d'être là. Merci de venir à l'Université populaire d'Issy-les-Moulineaux, ce soir à l'espace André chez Dide. Et je te laisse la parole pour un premier temps où tu vas nous faire ce voyage dans le cosmos. Et puis après, dans un deuxième temps, je te poserai quelques questions sur ton livre autour de l'atome et de la matière noire, mais aussi de la vie quotidienne des scientifiques, des questions que peut-être certains d'entre vous se posent. Donc écoutez, voilà, nous n'avons plus de gouvernement, mais nous avons encore des scientifiques, donc tout n'est pas encore perdu en France. Merci et je te laisse la parole, cher Yann. Merci. Rien. On a même un prix Nobel de plus depuis midi. Voilà, tout à fait. Un Français, on a 4 prix Nobel en 4 ans, c'est quand même pas mal. Ça n'arrive pas tout le temps. Aussi, bon, en physique, on sait toujours très bien. Et c'est aussi l'Université Paris-Saclay, donc c'est aussi pas loin d'ici. Alors, oui, ils ont pas mal de prix Nobel, c'est clair. Et donc voilà, on va faire un petit voyage dans le cosmos. J'avais déjà donné un séminaire ici, enfin une conférence ici, sur un voyage dans le temps. On avait un peu vu l'histoire de l'univers du Big Bang à nos jours. Cette fois-ci, c'est un voyage spatial, qui est un peu lié aussi à un voyage temporel, parce que plus on voit loin, plus on remonte le temps, vous le verrez. Donc on va faire un petit voyage, on partira de la Terre, on va s'arrêter autour d'objets. Beaucoup des découvertes que vous allez voir là, c'est pour ça que j'ai appelé ça dernière nouvelle du cosmos, c'est lié à la recherche, vu que les dernières découvertes les plus anciennes auront peut-être 15 ans, 20 ans maximum, donc c'est vraiment les découvertes les plus récentes, parfois des découvertes même de l'année dernière seulement, parce que l'univers en fait commence à être très bien connu. La raison principale du fait qu'il y ait beaucoup de découvertes en ce moment, c'est parce que la science spatiale est devenue une science de précision, ce qui n'était pas le cas avant. Donc les découvertes expérimentales dans la cosmologie, les erreurs expérimentales sont quasiment au niveau des erreurs théoriques. Donc on est capable de tester la théorie avec des satellites, avec des données cosmologiques, ce qui n'était pas le cas il y a seulement 15-20 ans. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de découvertes dans ce domaine-là. Alors un peu de publicité effectivement, donc la Nouvelle Physique, Newton, Histoire de temps, qui sont 3 ouvrages que j'ai amenés, et la Nouvelle Physique, et Histoire de temps aussi, parce que ce sera l'histoire de l'univers dans l'Histoire de temps, auront beaucoup de parties donc, que je vais ici développer. En préambule, comme je viens de vous le dire, un télescope c'est avant tout une machine à remonter le temps. Donc c'est important de comprendre que si je regarde loin, je remonte le temps. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une histoire d'univers. On dit comment on sait quand les galaxies ont été formées, comme on peut me dire il y a 13 milliards d'années. En fait, le principe est très simple. C'est que le Soleil, c'est que la vitesse de lumière est finie. Ça c'est un concept assez étrange d'un autre côté. C'est-à-dire que la lumière qui vient du Soleil, qui nous est parvenue, a été émise il y a 8 minutes. Donc ça correspond à 150 millions de kilomètres. Donc il faut à peu près 8 minutes. Si le Soleil s'éteint maintenant, on a encore 8 minutes de lumière. Donc on ne voit pas l'espace comme il est maintenant, mais comme il était à une certaine période. Donc vous ne voyez pas le Soleil comme il est maintenant, mais comme il était il y a 8 minutes. L'étoile la plus proche est Proxima du Centaure, c'est 4 années-lumière. Donc on ne peut pas la voir à l'œil nu, Proxima Centauri, mais vous avez des petits logiciels, des petites applications pour voir les étoiles dans le ciel et pour voir quelle est leur distance. Donc dès que vous avez une distance, vous savez à peu près, vous savez même exactement à quelle époque la lumière a été émise. Donc Proxima, on la voit telle qu'elle était il y a 4 ans. Et le James Webb voit jusqu'à 13,5 milliards d'années parce qu'en fait, il voit les premières étoiles, les premières galaxies qui ont été émises à peu près 300 à 400 millions d'années après le Big Bang. Donc le James Webb voit à peu près l'univers tel qu'il était il y a 13,5 milliards d'années.
qui correspond à une distance à 13,5 milliards d'années-lumière. Donc plus on voit loin, plus on remonte le temps. Donc il faut vous dire que quand vous voyez le ciel la nuit, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, dites-leur bien qu'ils ne voient pas une image figée du ciel, ils voient des tranches de temps. Hein, donc ils voient une partie de l'univers tel qu'il était il y a 4 ans, une autre partie telle qu'il était il y a 1000 ans, ils voient des étoiles qui étaient il y a 8000 ans, il y a 8000 années-lumière. Donc chaque étoile que vous voyez en fait nous est parvenue à des temps différents. Donc en fait quand vous regardez le ciel la nuit et les étoiles, vous voyez des tranches de temps. Hein, donc vous voyez vraiment différentes histoires de l'univers. D'accord? Donc on peut remonter très très loin, parce que chaque étoile nous a émis une lumière à une certaine temporalité qui est différente pour chacune des étoiles. Donc c'est comme ça qu'on peut remonter le temps. Alors pourquoi il nous a mis du temps, il nous a fallu du temps à l'humanité pour s'en rendre compte? Principalement parce que la vitesse de la lumière est très grande, hein, 300 000 km en une seconde. Donc c'est une fois le tour de la Terre par clignement d'œil. Et le temps que vous avez vu la phrase, elle a déjà fait 100 fois le tour de la Terre. Donc la vitesse est tellement grande qu'on a souvent eu l'impression que c'était instantané. Mais ça ne l'est pas. Donc Galilée l'a observé une des premières fois en regardant les lunes de Jupiter, par exemple, on peut s'en rendre compte. En regardant les lunes qui sont cachées par Jupiter et qui sont réunies par rapport à Jupiter, suivant la position de la Terre, on peut calculer comme ça la vitesse de la lumière. Donc dès le XVIe siècle déjà, hein, on avait une approximation de la vitesse de la lumière déjà. Donc c'est très rapide, hein, ça qui est important. Alors voilà donc les dernières images du James Webb Télescope. Alors celle-là, c'est les premières, c'est le juillet 2023, mais vous regardez sur Internet, hein, donc ça c'est tel qu'était notre univers à peu près il y a 13,8 milliards d'années, vu que c'est ce que voit le James Webb Télescope. Donc il voit notre univers tel qu'il était il y a à peu près 13,8 milliards d'années. Notre image à nous de notre galaxie, à cette place-là, dans cette galaxie-là, il y a maintenant une civilisation, les 13,5 milliards d'années ont passé depuis. Ils sont en train de regarder notre galaxie telle qu'elle était quand elle était naine, parce qu'ils reçoivent eux maintenant la lumière qu'on a émise nous il y a 13,5 milliards d'années. Donc eux nous voient comme nous une galaxie naine, il n'y a pas encore le Soleil, il n'y a pas encore la Terre. Et voilà, et la galaxie la plus proche est Andromède, hein, elle est à peu près à 2,5 millions d'années-lumière. Donc on voit Andromède tel que c'était il y a 2,5 millions d'années. Et s'il y a une civilisation Andromède qui nous regarde, il voit évidemment qu'une ère préhistorique. Il n'y a pas encore des radios. Alors voilà un petit résumé de notre voyage. Donc on y en partira du système solaire, notre système solaire que vous connaissez, et on va s'approcher d'un système qui est le TRAPPIST 1, qui est à 40 années-lumière de la Terre. Et donc autour de ce système-là, on va voir les premières planètes habitables. Et on va essayer de voir ce que c'est qu'une planète habitable, pourquoi on dit qu'elle est habitable, et comment on sait si elles sont habitées. En tout cas habitable, ça on pourra le savoir. On va ensuite aller à 1000 années-lumière. Donc là, ici, je vous ai mis à peu près ce qu'on voyait à l'époque. Hein. Donc, dans le cas de système trappiste, eux, ils nous voient, on est en train d'écouter Gilbert Montagnier, de regarder Ghostbusters, parce que c'est il y a 40 années, d'accord, qu'ils sont séparés. Donc si nous, on nous regarde, ils disent qu'ils sont en train de regarder Ghostbusters. C'est l'image de nous qu'ils ont. 1000 années-lumière, on va s'arrêter à côté d'un pulsar, qui est la mort d'une étoile. Une étoile, ça finit en pulsar ou en trou noir, mais on verra aussi ce que sont les trous noirs. C'est un objet assez passionnant dans l'univers. Donc 1000 années-lumière, c'est Robert II Le Pieux. Et ensuite, on va aller jusqu'à 6000 années-lumière, donc on va avoir une supernova dans la nébuleuse du Crabe. Donc là, c'est une étoile qui explose, c'est les restes d'une étoile qui a explosé. Puis on va évidemment se promener autour d'un trou noir supermassif, Sagittarius A*, qui est le trou noir au centre de notre galaxie, qu'on voit ici à notre hémisphère entre juin, juillet, août à peu près, on va voir mai, juin, juillet. Vous regardez dans la constellation du Sagittaire, vous ne le voyez pas évidemment parce que c'est un trou noir, c'est le centre de notre galaxie. Hein, donc pendant 3 mois de l'année, on peut voir sur l'horizon cette partie-là, pareil, des petits logiciels, des petites caméras qui vous montrent le ciel la nuit, ils vont vous dire où est le trou noir central. Donc on a pris sa photo il y a 2 ans, donc maintenant on a vraiment une photo du trou noir central. On va aller aux abords, aux limites de notre galaxie, 100 000 années-lumière, c'est la Voie lactée, notre belle galaxie. On va même la dépasser, parce qu'on va rejoindre le halo de matière noire qui entoure notre galaxie, 300 000 années-lumière. On va aller jusqu'à 2 millions d'années-lumière, Andromède, la galaxie la plus proche de nous, qui est un peu plus massif que la nôtre, pas beaucoup, un peu plus massif, qui s'approche de nous parce qu'elle est en train de nous aspirer. En fait, on s'approche l'un l'autre. Dans 8 milliards d'années, on va s'aspirer pour former une seule galaxie qui va s'appeler Milkomeda, un mélange entre Milky Way et Andromède. Et on va même aller encore un peu plus loin, on va aller à 13,5 milliards d'années-lumière, hein, le James Webb Télescope, on appelle ça un peu l'horizon de l'événement, enfin l'horizon c'est 13,8 milliards d'années-lumière pour être plus précis. Et ce sera le fond diffus cosmologique, et on ira donc jusqu'au bout de l'univers, et en même temps, du coup, on remontera le temps aussi. Alors juste pour vous rappeler la Voie lactée, hein, une vision nocturne, la Voie lactée, pareil, si vous avez des enfants, des petits-enfants, c'est toujours joli. Alors, plutôt que si vous êtes en campagne, parce qu'ici, Limoino ou Paris, c'est plus difficile à voir, mais quand on est en campagne, on le voit vraiment très très bien, hein, que ce soit dans la Cantal, la famille où vit la famille de ma femme, ou même en Normandie. Donc c'est une assiette, hein, la galaxie, c'est tout simplement une assiette, et c'est ce que vous voyez, la Voie lactée, c'est ce que vous voyez dans le ciel. Donc quand il n'y a vraiment pas de pollution lumineuse, vous la voyez clairement dans le ciel, hein, les étoiles se répartissent sur une bande blanche, qu'on appelle la Voie lactée, hein, la voie de l'air, enfin tout simplement.
Et on voit vraiment très très bien cette voie-là, le ciel. Donc là, évidemment, c'est qu'un long temps de pause. Mais vraiment, si vous êtes en campagne, vous voyez pas aussi beau que ça, mais pas loin, hein, franchement, pas loin. Voilà, quand je suis en vacances dans le Cantal, je vous assure que la Voie lactée, on la voit quasiment aussi belle que ça. Donc on est sur la tranche de l'assiette, hein, et le centre de la galaxie est là. Et nous, on est une tranche de l'assiette. Donc on voit évidemment la tranche de l'assiette parce qu'on est en plein dedans. Donc ça, c'est la Voie lactée avec un certain angle, hein, parce que notre Terre fait un certain angle, le système solaire fait un certain angle par rapport au centre de la galaxie. Alors voilà nos étapes, exoplanète, trou noir, supernova, matière noire, pulsar et énergie noire. Ce sont les 6 étapes de métro, les 6 stations de métro auxquelles on va s'arrêter. On va commencer par les exoplanètes, qui est une science en grand développement, principalement due aux observations. Alors comment on détecte une exoplanète et comment on sait qu'une planète est habitable? Alors la première chose, il faut connaître la masse, la composition, la température d'une exoplanète sans y être allé. La première chose à faire, c'est qu'une exoplanète va passer devant en fait une étoile, son étoile, et quand elle va passer devant l'étoile, la lumière de l'étoile va diminuer, puis elle va réapparaître, parce que évidemment, la planète va faire une sorte d'ombre sur l'étoile. Et donc on observe les étoiles, on observe la variabilité des étoiles, et si on observe le Soleil, si quelqu'un observe le Soleil, ils verront bien que tous les 365 ans, il y a une variation de luminosité du Soleil qui lui fait que la Terre passe devant le Soleil tous les 365 jours, pardon. Donc une période de 365 jours. Donc on a des périodes comme ça, et suivant le nombre de planètes, on peut reconstruire, hein, comme des fréquences de musique, on peut reconstruire comme ça le nombre. Donc le temps que met la planète à passer dans le Soleil, donc le temps qu'elle aille de là à là, me donne la taille de la planète, parce que là j'ai toute lumière, j'ai une baisse de lumière. Et ici, le temps qu'elle passe de là à là, ça va me donner la vitesse de la planète. Donc j'aurai déjà sa taille et sa vitesse, rien qu'en regardant la luminosité d'une étoile. Donc c'est très très utilisé. Donc voilà, ça c'est une vraie simulation qui a été faite, je crois que ça c'était il y a 2 ans. Donc voilà comment ça se passe, hein. Vous avez une étoile, et quand la planète passe, c'est les vraies données ici que vous allez voir. Donc on mesure une baisse de luminosité, et on mesure, et ça tourne, et donc on prend les points. Et avec ça, on peut en déduire la taille et la vitesse de la planète, ce qui est déjà 2 informations très importantes. Ensuite, elle va passer derrière l'étoile, et si elle passe derrière l'étoile, évidemment, elle va attirer un petit peu l'étoile vers elle. Et évidemment, lorsqu'elle va repasser devant l'étoile, elle va attirer l'étoile aussi un peu vers elle. Donc l'étoile, en fait, va faire un mouvement qu'on appelle de wobble en anglais. Donc elle va aller plus loin et plus proche de nous, plus loin et plus proche de nous. Et ça, on peut le mesurer, en fait, parce que ça change les longueurs d'onde. On appelle ça un effet Doppler. Donc en fait, comme le son, hein, quand vous avez le son qui se rapproche de vous, qui s'éloigne de vous, plus aigu et plus grave. Pour la lumière des étoiles, c'est la même chose, plus lumineuse, enfin plus bleue et plus rouge, suivant le fait qu'elle s'approche de nous, qu'elle s'éloigne de nous. Et donc cette différence de fréquence, en fait, va nous donner la masse de la planète, parce que évidemment, si elle est plus lourde, elle va attirer plus l'étoile, si elle est moins lourde, elle va attirer moins l'étoile. Donc le petit mouvement de wobble vers nous, s'éloigner-nous, revenir à nous, s'éloigner-nous, revenir à nous, etc. Ce petit mouvement-là qu'on peut mesurer va me donner la masse de la planète. Donc vous avez vu que avec ces simples données, toutes simples, hein, juste en observant une étoile, on a la masse, la taille, la vitesse de la planète. Donc on a énormément de choses. Parce que si j'ai la masse et la taille, je connais sa densité. Hein, je fais la masse divisée par la taille, tout simplement. Et donc je sais si c'est des roches, si c'est du liquide ou si c'est du gaz. Donc pour qu'elle soit habitable, il faut que ce soit de la roche. D'accord? Donc c'est une des premières conditions. Que ce soit de la roche, voire du liquide. Ça pourrait être de l'eau, parce qu'il peut avoir des formes de vie uniquement aquatiques. Ça, c'est une planète on a trouvé récemment, une planète qui était faite que d'eau, et on pense qu'il y a peut-être des formes de vie. Je vous dirai après pourquoi on pense qu'il peut y avoir des formes de vie. Et la vitesse, en fait, c'est une distance par rapport à l'étoile. Donc d'accord, donc ça me donne la température, parce qu'en fait, d'après loi Newton, hein, plus la planète est proche, plus elle va vite. Donc si je connais la vitesse, je connais sa distance par rapport à la température, et je connais donc sa température, parce que je connais la chaleur qui est émise par l'étoile. Et donc je mets une température entre 0 et 100 degrés. Pourquoi? Parce qu'on suppose qu'il faut de l'eau liquide sur la planète pour qu'il y ait de la vie. Donc il faut du roc minimum et de l'eau liquide. Donc tout ça, on a la masse, on a la taille, on a la vitesse, donc on a tout ça. Et ensuite, une dernière étude qui est importante, c'est l'atmosphère, parce qu'il faut une atmosphère pour qu'il y ait une forme de vie. Il faut une atmosphère principalement pour se protéger des rayons cosmiques. Et aussi un champ magnétique. Alors ça, j'en ai pas parlé, mais il faut aussi un champ magnétique sur la planète, parce que le champ magnétique permet de protéger des rayons magnétiques issus de l'étoile. Donc une atmosphère et un champ magnétique. Donc le satellite qui observe ça s'appelle Kepler, hein, c'est le satellite qui fait la recherche des planètes habitables. Il y en a maintenant beaucoup des planètes habitables. Hein. Moi, quand j'ai commencé à mon époque, on connaissait 2 planètes habitables, en plus de la Terre. Et maintenant, on en a plus de 500, plus de 5000. Hein. Et parmi les 5000 exoplanètes qu'on a découvertes, il y a 25% qui sont de type Terre, donc c'est ce que je vous ai dit, solide, avec une atmosphère où il y a de l'eau liquide et un champ magnétique. Donc il y a en gros, on va dire 1000 ou 1200 planètes qui sont de type Terre, qu'on a déjà découvert dans notre galaxie. Alors, je vais en parler d'une qui est le système TRAPPIST, donc, qui est un système qui est assez proche de notre système solaire. Hein. Donc, par exemple, nous, on a 8 ou 9 étoiles, 8 ou 9 planètes, 8 planètes. Bon, il y a une qui est devenue
un astéroïde, mais à une époque c'est 9 planètes, mais on en a 8 dans le système solaire. 8 c'est un chiffre assez classique en fait. Il y a à peu près 8 planètes par étoile. On pensait au départ qu'il n'y en avait que 4 ou 3. Non, en moyenne il y a 8 planètes par étoile et 25% de type Terre. Donc en gros ça veut dire qu'il y a 2 planètes habitables par étoile. C'est le cas du système solaire. Mars évidemment a eu de l'eau, on le sait, Mars a eu de l'eau. Donc Mars est une planète habitable et peut-être qui a été habitée. Bon, il y a tout récemment, si vous avez suivi l'actualité, il y a 2 semaines, certains disent qu'ils ont découvert des formes de vie sur Mars. C'est pas tout à fait sûr, ils ont découvert certaines formes organiques, mais c'est pas clair sur des formes de vie. Donc voilà, le système solaire est assez classique en fait, assez classique. 2 planètes habitables par étoile, ce qui fait quand même beaucoup. Vu le nombre d'étoiles qu'on a dans notre galaxie, on a à peu près 1000 milliards d'étoiles, donc ça fait quand même beaucoup de planètes possibles. Il y a peut-être 1000 milliards de planètes habitables dans notre galaxie, ce qui est énorme, et il y a 1000 milliards de galaxies. Donc ça fait quand même beaucoup de possibilités. Donc là, il y a 8 planètes, c'est découvert en 2023, c'est en résonance harmonique, donc évidemment, phase d'étude assez, vous voyez, ça apparaît à différents moments, donc il faut rétablir l'harmonicité des planètes pour se rendre compte que c'est 8 planètes qui sont passées devant l'étoile, parce qu'il y en a une qui va passer, l'autre qui va passer après, 2 qui vont passer en même temps, 3 qui vont passer en même temps, puis il faut attendre plus longtemps. Donc, ces études ne sont pas si faciles que ça pour savoir combien de planètes et leur distance par rapport au Soleil, mais l'étude est assez bien faite. Alors évidemment, la question qu'on a souvent, c'est habité du coup. Parce que c'est la question qu'on se pose, habitable c'est sympa, mais est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, ça c'est pas clair. C'est pas clair, c'est le paradoxe de Fermi. Où sont-ils? Alors Fermi c'est un physicien très connu qui était au CERN dans les années 48 et qui à table se lève en se disant mais où sont-ils? C'est la question qui se pose. Il a fait un calcul très très rapide du nombre de signaux qu'on aurait dû recevoir des extraterrestres. Je rappelle une phrase de Giordano Bruno en 1584 qui est quand même extrêmement moderne. Il a fini quand même brûlé à Rome, donc c'est pas forcément à l'époque, il ne fallait pas dire ça, mais bon. Il est donc d'innombrables soleils et un monde infini de terres tournant autour de ces soleils, à l'instar de cette Terre, donc c'est les planètes qu'il connaissait à l'époque, que nous voyons tourner autour du soleil qui nous est proche. Donc lui-même, il définissait chaque étoile comme étant des soleils autour desquels tournent les planètes. Donc ça, on est en 1584 déjà quand même. Il supposait qu'il y avait des mondes habitables autour de chacune des étoiles qu'on voit. Et donc pour connaître le nombre de civilisations, on appelle ça l'équation de Drake. Le nombre de signaux attendus d'une civilisation extraterrestre, c'est le nombre de civilisations évidemment, qui existent dans la Voie lactée par exemple, multiplié par la densité des étoiles, multiplié par un volume. Densité multiplié par volume, ça c'est un nombre d'étoiles en fait qui envoie un volume. Donc nombre de civilisations, nombre d'étoiles en fait, ou nombre de planètes où il y a cette civilisation-là, multiplié par le nombre de planètes de type Terre, donc ça c'est le nombre d'étoiles, multiplié par le nombre de planètes de type Terre autour de chacune des étoiles, multiplié par la probabilité évidemment que la vie soit intelligente, parce que c'est pas le tout qui soit une vie, il faut qu'elle soit intelligente. Pour qu'elle nous envoie un signal. Alors certains disent c'est pas sûr qu'il y ait une forme de vie intelligente sur Terre déjà, donc ça on n'est pas sûr, mais en tout cas dans l'espace on peut essayer de croire. Donc ça c'est la probabilité, le nombre de signaux qu'on s'attend, et quand on peut faire le calcul assez rapidement, quand on fait le calcul on s'attend à beaucoup de signaux, donc en gros il faut juste supposer que des planètes habitées nous envoient des signaux régulièrement, et on peut calculer combien de signaux on aurait avoir reçu depuis 100 ans, parce qu'on détecte les ondes radio depuis à peu près un siècle, Marconi plus ou moins. Donc ça fait un siècle qu'on détecte, donc on dit recevoir, donc on fait le calcul assez simple, il y a 1000 milliards d'étoiles par galaxie, il y a 1000 milliards de galaxies, ça ferait 1000 milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de terres potentielles. On aurait dû recevoir en un siècle plus de 1 million de signaux, donc c'est le calcul qu'avait fait Fermi. En 1 million de signaux, on aurait dû recevoir, et on en a 0. Donc il y a plusieurs solutions à ce paradoxe, qu'on appelle le paradoxe de Fermi. La première solution est évidemment la plus simple, c'est que la seule forme de vie intelligente, c'est nous. Voilà. En sommes les seuls êtres doués d'intelligence dans l'ensemble de l'univers. Ouais, c'est triste, Ouais, mais c'est possible. C'est possible. Mais comme je dis, c'est pas sûr encore qu'il y ait une forme de vie intelligente sur Terre. Deuxième solution, c'est que dans ce calcul-là, j'ai supposé qu'il nous envoyait des signaux en continu depuis le début. Or que c'est pas vrai en fait. Une civilisation nous envoie un signal juste durant une durée de vie de civilisation. La civilisation elle va durer une certaine durée de vie, elle nous envoie un signal juste durant un certain temps. Le temps de survivance de la civilisation. Elle a un temps de vie, la civilisation. Et donc si la civilisation disparaît, elle n'envoie plus de signaux. Donc le signal a-t-elle envoyé il y a 100 000 ans, on l'a reçu, mais depuis, on ne le voit plus parce que la civilisation a disparu. Et donc on peut calculer, c'est un calcul qui n'est pas si compliqué que je fais à mes étudiants, c'est 100 000 ans. Donc le fait de ne pas avoir vu de signal nous donne une durée maximale de vie d'une civilisation, qui est 100 000 ans. C'est assez intéressant le chiffre. Ce n'est pas des millions d'années, des milliards d'années. 100 000 ans. Donc une civilisation intelligente ne vivrait en moyenne que 100 000 ans. Et au bout de 100 000 ans, elle s'autodétruirait, ou voilà, il y a une raison pour laquelle elle disparaît. Donc si une civilisation intelligente dure en moyenne 100 000 ans, ça pourrait expliquer pourquoi nous ne voyons pas de signaux. Ça veut juste dire que les signaux ont été envoyés il y a peut-être 1 million d'années. Et ils l'ont envoyé pendant 100 000 ans, et après ils ne nous l'ont plus envoyé, donc on ne le reçoit plus. Donc les signaux, en fait, on les a perdus. Donc toute civilisation intelligente est-elle autodestructrice? Au vu de ce qui se passe en ce moment sur Terre, on pourrait se poser la question, parce qu'on n'est pas loin quand même.
Et la troisième solution, alors il y a une autre solution qui est intéressante, je ne l'ai pas mis là, c'est la solution d'enfermement d'une civilisation sur elle-même. C'est une civilisation intelligente, un peu ce qu'on voit avec les générations, les plus jeunes générations, génération Z. C'est que les gens préfèrent une vie virtuelle à la vie réelle, comme les relations virtuelles plutôt que les relations réelles, et s'enferment en fait dans leur propre civilisation, et plutôt qu'explorer l'espace, préfèrent vivre dans un monde virtuel qui se crée eux-mêmes, et ça les rassure, et donc il n'y a plus d'exploration spatiale tout simplement. C'est aussi une possibilité. Enfin, il y a plusieurs, vous voyez, hein, vous tapez paradoxe de Fermi sur Internet, vous verrez, il y a une dizaine de solutions à ce paradoxe-là. On peut se poser la question inverse, maintenant on peut se poser combien de terres ont reçu notre signal. Donc la question inverse, nous on envoie des signaux, combien de civilisations ont reçu notre signal. Et bien le calcul est aussi simple à faire, hein, donc c'est à peu près un siècle, hein, donc 100 ans qu'on envoie des signaux. On peut savoir combien de planètes de type Terre ont reçu notre signal. Le calcul est assez facile, il y a 10 terres en fait. Donc il y a 10 planètes de type Terre qui ont reçu notre signal. Est-ce que vous connaissez c'est quoi le premier signal qui a été émis radio de la Terre? Il faut un signal particulier parce qu'il faut qu'il soit assez puissant pour sortir de la stratosphère. Une longueur d'onde aussi particulière, parce que si la longueur d'onde n'est pas la bonne, une fenêtre de longueur d'onde, sinon ça rebondit sur la stratosphère, et qu'il soit émis sur l'ensemble de la planète. Non? Quel était le premier signal qui a été mis sur l'ensemble de la planète, radio? Non? Un événement mondial? Non, un événement vraiment mondial, et c'est pas une blague en plus, c'est le discours d'Hitler, des Jeux Olympiques de Berlin de 1936. Donc c'est le premier signal radio qui était malheureusement à la bonne fréquence parce qu'il s'est échappé de l'atmosphère. De stratosphère, donc c'est-à-dire qu'eux, ils reçoivent en ce moment le discours d'Hitler, c'est peut-être une solution aussi du paradoxe, ils ne veulent pas nous répondre peut-être parce que... Les pauvres extraterrestres quand même peuvent avoir une pensée pour eux. Exactement. C'est la seule image qu'ils ont de nous peut-être. En tout cas la première. C'est la première. La première image c'est ça, alors pour ceux qui ont vu le film Contact en 87, qui est tiré d'un roman de Carl Sagan, vous voyez c'est le discours d'Hitler que vous voyez derrière, parce qu'il nous renvoie, en fait dans le film, il nous renvoie le signal qu'on leur a envoyé. Et c'est le discours d'Hitler qui est derrière, qui nous renvoie. Alors ça, c'est une semi-légende. Sans doute, il y a eu des signaux un peu avant qui ont été émis, donc c'est pas très très clair. Mais en tout cas, c'est sûrement un des premiers qui a été émis, et c'est vrai qu'il avait la bonne longueur d'onde pour s'échapper. Alors une fois qu'on a vu une exoplanète, on peut du coup aller un peu plus loin et s'approcher d'un objet quand même assez particulier, qu'on appelle un trou noir, évidemment, assez fascinant, pour plein de raisons. Et pour ça, il faut qu'on aille vers une nouvelle théorie qu'on appelle la théorie de la relativité d'Einstein, qui évidemment contredit un peu la théorie Newton, même beaucoup la théorie de Newton. Dès qu'on s'approche des vitesses, très grandes vitesses ou de masses très très concentrées. Alors juste la relativité c'est quoi? Comme dirait Blier, de chez moi au bar il y a 5 minutes alors que du bar chez moi il y a 1h30. C'est un peu ça. C'est-à-dire que le chemin aller n'est pas forcément le même que le chemin retour. Hein, la phrase est assez bonne, hein, en fait, il a un peu raison. Alors au départ, je vais un peu passer la partie Bradley, hein, mais l'idée c'est que quand un lanceur de javelot lance son javelot, la vitesse du javelot c'est la vitesse du lanceur plus la vitesse du javelot. Dans le cas de la lumière, non. La vitesse de lumière c'est toujours la vitesse de lumière, quel que soit le lanceur de javelot, donc on n'additionne pas les vitesses en relativité, la vitesse de lumière est toujours constante. Je dis qu'elle était fixe, c'est vrai. Mais son autre particularité, Bradley l'a remarqué, c'est qu'elle est constante. Ça, c'est bizarre. C'est de quoi une lumière constante, c'est-à-dire que normalement, si j'ai un train qui va à 300 km/h, un scooter à 50 km/h, le scooter, le train, il verra le train avancer à 250 km/h, hein, 300 moins 50, parce que lui, il va derrière le train. Si j'ai un taxi qui avance à 150 km/h, pour lui, le train va avancer à 150 km/h, hein, parce que le taxi moins le train, ça fait 150. Et évidemment, si une Formule 1 qui va à 300 km/h, pour elle, le train n'avance pas parce qu'elle va à la même vitesse que le train. Hein, si j'ai la même vitesse que le train, je regarde le train, pour moi, il n'avance pas, et vice-versa. Pour la lumière, c'est pas la même chose. Hein. C'est le scooter, la lumière avance à 300 000 km par seconde. Pour la lumière, elle va à 150 km/h, la lumière va aussi à 300 000 km par seconde. Pour la Formule 1, la lumière va aussi à 300 km par seconde. Et même pour le vaisseau Enterprise qui va à 299 999 km par seconde, il verra encore 300 000 km par seconde. Comme si la lumière s'échappait en fait toujours d'observateurs à 300 000 km par seconde. Donc là, il y a plusieurs solutions à ce paradoxe, qui est plutôt le paradoxe d'Einstein cette fois-ci. Première solution, c'est l'interprétation de Marvel. C'est la lumière sait qu'on la poursuit et elle s'échappe autant plus rapidement pour toujours garder une vitesse entre nous de 300 000 km par seconde. C'est-à-dire qu'on a beau accélérer vers elle, elle sait qu'on court après, du coup elle va encore plus vite. Ce qui va s'échapper toujours à 300 000 km par seconde. C'est une explication. Ce n'est pas celle qu'a choisi Einstein. Einstein a choisi une explication plus forte, donc ça c'est un point important de la conférence. Je vais vous laisser le digérer un petit moment. C'est que le temps ne s'écoule pas de la même façon pour tous les observateurs. Il ralentit si on est en mouvement. C'est une phrase qu'on peut apprendre, qu'on peut observer, mais je vais la redire plusieurs fois. Et la redire de différentes façons plusieurs fois. C'est-à-dire que le temps qui passe pour le personne au scooter n'est pas le même que le temps qui passe pour Enterprise.
En gros, ces deux personnes mesurent 300 000 km par seconde. Non pas parce que la vitesse va à 300 000 km par seconde, mais parce que l'horloge d'entreprise ralentit. Et si l'horloge ralentit, il va mesurer 300 000 km par seconde parce que le temps ralentit. Donc, c'est que l'horloge n'est pas la même et que si j'accélère, mon horloge va ralentir. Elle va ralentir de telle sorte que je mesurerai toujours 300 000 km par seconde. Ce que je vais dire est très important. Quand je dis le temps, c'est le vrai temps. C'est les mouvements, les battements de votre cœur. C'est vos divisions cellulaires. C'est les battements cardiaques. C'est votre montre qui tourne autour de vous. C'est tout votre espace, le temps. C'est le temps qui ralentit. Le temps va ralentir. Et en fait, votre horloge que vous avez, votre montre que vous avez là, votre battement cardiaque, il est fixé de telle sorte que vous mesurez 300 000 km par seconde. Tout ce qui est le temps qui passe autour de vous est fixé de telle sorte que vous mesurez 300 000 km par seconde pour la lumière. Si vous allez à 289 989 km par seconde, vous allez vivre 3 millions d'années. D'accord? Vous vivrez 3 millions d'années parce que votre rythme biologique est adapté de telle sorte que vous mesurez toujours 300 000 km par seconde pour la lumière. Je laisse réfléchir à ça. Le tic-tac de votre montre est fixé parce que vous mesurez 300 000 km par seconde. Si vous allez plus vite, vous allez rajeunir. Parce que votre temps doit s'adapter à la vitesse de la lumière. Plus on va vite, plus on rajeunit. D'accord? C'est pas la science-fiction, hein, c'est observé, on ne fait pas d'expérience là-dessus. Ça le sait, votre temps est fixé pour mesurer la même vitesse de la lumière. Toujours. 300 000, c'est la vitesse de la lumière qui sert d'étalonnage à vos rythmes cardiaques et à votre durée de vie. 100 ans, 1 million d'années, c'est la vitesse de lumière qui définit. Voilà, une fois qu'on a géré ça, tranquille, on va aller plus loin, donc c'est observé. Hein. On a fait tourner un avion vers l'ouest, un avion vers l'est, hein, l'expérience de Keating en 71. L'avion qui allait de l'est vers l'ouest avait un temps de moins 184 nanosecondes, de l'ouest vers l'est, plus 96 nanosecondes. L'horloge atomique a confirmé Einstein, effectivement, quand on va vers l'ouest, vous voyez, l'avion en fait il bouge pas, quand il va vers l'est, l'avion bouge, donc le temps passe plus vite quand on va vers l'est que quand on va vers l'ouest, parce qu'on tourne avec la Terre. Celui qui va vers l'ouest en fait ne bouge pas. Donc l'avion qui est allé vers l'est était plus jeune que l'avion qui est allé vers l'ouest. Donc si vous prenez l'avion, passez toujours vers l'est, vous serez plus jeune. Après 100 nanosecondes, ça n'a pas changé beaucoup de choses, mais quand même ça joue. Alors, c'est ce qu'on fait aux accélérateurs de particules. Là, on accélère les particules au CERN, hein, c'est ce qu'on fait. Les particules sont accélérées dans les accélérateurs pour augmenter leur durée de vie et pour les observer beaucoup plus rapidement. Le fameux paradoxe des jumeaux. On met deux jumeaux, l'un qui va dans l'espace, l'autre qui reste sur Terre. Celui qui est dans l'espace est plus jeune que celui qui est resté sur Terre parce qu'il est passé dans l'espace un temps plus court, parce qu'il a voyagé. Et comme il a voyagé, son rythme cardiaque a ralenti, ses cellules ont ralenti, ses divisions cellulaires ont ralenti. Donc il avait 25 ans, alors que celui qui était sur Terre avait 80 ans. Voilà, ça c'est la relativité. C'est pas la science-fiction, c'est observé. Et un trou noir est un objet relativiste. Et vous allez voir que dans le trou noir, le temps est aussi important et va beaucoup bouger parce qu'il y a une autre chose qui va transformer l'espace et le temps, c'est la masse et la concentration du trou noir. Donc l'histoire du trou noir est très simple, hein, c'est très vieux, c'est la place en 1802, dans l'expression du système du monde. Il dit que si on a une étoile dont le diamètre serait 250 fois plus grand que celui du Soleil, donc une grosse étoile, ne laisserait en vertu son attraction parvenir aucune de ses rayons jusqu'à nous. Donc il suppose qu'on a une très très grande étoile. Une très grande étoile en fait empêcherait la lumière de s'échapper de l'étoile et la lumière retomberait sur la tête. Ça correspond à la masse du Soleil dans une sphère de 3 km, donc je vous laisse aussi digérer ça. Si vous concentrez le Soleil dans Paris, vous avez un trou noir. Tout simplement. C'est quoi un trou noir? Je mets le Soleil dans Paris. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Je mets le Soleil dans Paris et on ne va pas s'échapper. Alors c'est là pour n'importe quoi. Hein. Donc c'est le Soleil dans Paris, mais si évidemment c'est la Terre d'une coquille noire par exemple, ou un hamster dans 0,1 micromètre cube, vous prenez un hamster, vous le compressez comme ça, mais vous avez un trou noir, pas reproduire chez soi. Mais si vous compressez votre hamster dans 0,1 micromètre cube, vous obtiendrez un trou noir. Un trou noir, c'est pas forcément super massif, super dangereux, quoique les petits trous noirs sont très très dangereux en fait, ils absorbent beaucoup plus. Mais avec n'importe quel objet, on peut créer un trou noir, il faut juste concentrer suffisamment de matière dans un volume déterminé. Alors comment on calcule cette masse de la Terre? C'est pas difficile non plus, hein, les étudiants même de lycée peuvent le faire. La vitesse d'échappement d'une pomme, c'est-à-dire que si la vitesse est au-dessous de 11 km par seconde, la pomme retombe sur la tête. Je lance une pomme, elle me retombe sur la tête. Mais si ma vitesse est au-dessus de 11 km par seconde, c'est à peu près 40 000 km/h, blams, elle s'échappe de l'attraction gravitationnelle parce que la vitesse que je donnais à la pomme était plus forte que l'attraction de la Terre, et donc elle s'échappe de l'attraction gravitationnelle, on appelle ça une vitesse d'échappement. Donc pour la lumière, c'est l'exercice inverse. Pour un trou noir, je connais la vitesse de lumière, et je veux savoir quelle masse je dois mettre sous mes pieds pour que la lumière me retombe sur la tête. Voilà. C'est comme l'exercice inverse de la pomme, si je connais la vitesse de la lumière, et quelle masse je dois avoir sous mes pieds pour que la lumière retombe sur ma tête comme la pomme est retombée sur ma tête, et ça correspond à la masse du Soleil dans 3 km, tout simplement. Donc si je mets le Soleil dans 3 km, la lumière ne peut pas s'échapper parce qu'elle retombe en fait sur la Terre.
Alors ça, c'est une vision newtonienne, la pomme que je lance, c'est pas exactement ça. Il se trouve que le calcul de Laplace était bon, à un facteur 2 près, uniquement 2, parce qu'il n'a pas tenu compte de la relativité du temps, parce qu'il ne connaissait pas cette histoire du temps qui change aussi. Mais pour vous donner une vision d'Einstein, pour vous dire comment Einstein a changé la vision d'un trou noir, il faut voir là ce qu'on appelle la relativité générale. Donc tout à l'heure, on appelle ça la relativité restreinte par rapport à la vitesse de la lumière. Maintenant, Einstein était plus loin, donc 1905. 1915, Einstein était plus loin, une théorie de relativité générale. Je prends souvent l'exemple de la fourmi, de la citrouille. Donc on peut imaginer deux fourmis sur une citrouille. Elles sont très très petites. Donc pour elles, la citrouille, c'est comme si c'était plat, parce qu'elle était tellement grande, la citrouille, qu'elles ne se rendent pas compte que la citrouille est tordue. Et elles suivent deux rainures. Donc celle de gauche s'appelle Newton, celle de droite s'appelle Einstein. Et elles visent tous les deux le même point, qui est le sommet de la citrouille. Donc elles vont tout droit. Et elles se dirigent vers le sommet de la citrouille, tout simplement. Et elles vont tout droit. Seulement, évidemment, les deux fourmis se rendent bien compte qu'elles se rapprochent. Donc la fourmi de gauche voit bien que la fourmi de droite se rapproche d'elle, la fourmi de droite voit bien que la fourmi de gauche se rapproche d'elle, et pourtant elles vont tous les deux vers le pôle nord, elles vont au même point, sur une ligne droite, parce que pour elles, c'est totalement plat, et elles se rapprochent. Donc celle de gauche, qui s'appelle Newton, va inventer le concept de force de gravité, et va dire, eh ben on s'attire, il y a une attraction gravitationnelle entre nous, une attraction, force d'attraction gravitationnelle, la Terre attire la pomme, le Soleil attire la Terre, etc., une force gravitationnelle. Sauf que la fourmi de droite, qui s'appelle Einstein, a compris en fait. Elle a compris qu'ils allaient tout droit à un espace courbe, et que l'attraction n'est qu'une illusion. C'est qu'ils vont tout droit dans un espace courbe, et le fait que l'espace soit courbé donne l'illusion qu'on s'attire l'un à l'autre, alors qu'on va juste tout simplement tout droit. Et c'est l'espace courbe qui nous fait croire qu'on se rapproche. Donc la vision d'Einstein, c'est qu'il n'y a pas de force, c'est que tout tourne autour de soi, parce que l'espace est courbé. La Terre tourne autour du Soleil, parce que le Soleil courbe l'espace-temps. Le Soleil, la Lune tourne autour de la Terre parce que la Terre courbe l'espace-temps. En fait, tout ce que vous voyez là, elles vont tout droit. La Terre va tout droit, mais elle va tout droit à un espace courbe. Et le fait d'être tout droit à un espace courbe vous donne l'illusion qu'on tourne autour du Soleil. Donc personne n'est attiré par personne, tout le monde va tout droit, mais dans un espace courbe. Et le fait d'être tout droit à un espace courbe vous fait croire que vous êtes attiré par des planètes, ou par une pomme, ou par un Soleil. Donc voilà, ça c'est l'article. D'habitude, j'amène l'article, je ne l'ai pas amené aujourd'hui, mais ça c'est l'article original d'Einstein, donc de 1915. Alors donc en gros, un soleil déforme un peu l'espace, une étoile à neutrons déforme un peu plus l'espace, un trou noir ça fait un trou dans l'espace, donc c'est l'objet le plus... On m'a dit qu'il y avait pire, on m'a dit qu'il y avait un Queen Amman, alors je suis breton, je peux le dire, ça c'est très très lourd, alors ça perce l'espace énormément, une Queen Amman c'est très très solide, on le sent arriver dans l'estomac de façon grave, mais bon, ça n'a pas été prouvé encore. En tout cas, moi je vais m'arrêter au niveau du trou noir en tout cas, qui est un vrai trou dans l'espace. Alors évidemment, comme j'ai dit que le voyage, le temps dépendait du voyage qu'on avait fait. Donc si je vais d'un point A à un point B et que mon espace est courbe, évidemment, mon temps est lui aussi courbé, puisque je dis que l'espace et le temps étaient liés et que votre horloge est liée à la vitesse de la lumière. Évidemment, si je fais des chemins ici qui sont plus tordus que d'autres chemins, je pars à 9h, les deux qui partent à 9h vont arriver ici avec des temps qui sont différents sur leur horloge. Donc le temps qu'on aura passé suivant le chemin qu'on prend et suivant la force de gravité ne sera pas le même. Donc le temps va aussi dépendre de la gravité. Et donc en gros, le temps qui passe par exemple à Genève, il passe beaucoup plus lentement qu'au sommet de la montagne, ça on l'a aussi vérifié. Au sommet des Alpes, le temps passe beaucoup plus rapidement qu'au bord du lac de Genève. Parce que le bord du lac de Genève est plus proche d'une source de masse, donc l'espace est plus déformé à Genève qu'au sommet de la montagne. Donc pareil, même expérience avec des avions. Hop, donc pareil pour une table et on peut faire l'expérience sur la table. Donc même expérience. Il y a un film, Interstellar, où il y en a qui ont vu le film, j'imagine. Ouais, où les deux passagers sont sur la planète qui s'appelle, j'ai oublié le nom, Gargantua, je crois. Ils sont sur la planète et il s'est passé en fait 23 ans par rapport à celui qui restait en satellite autour. Donc le conseiller du film, Kiefer, avait calculé la masse de la planète de telle sorte que ça fasse 23 ans. D'accord. Donc alors que ceux qui sont restés sur la planète, ils sont passés que un quart d'heure ou une demi-heure, celui qui est resté en satellite s'est passé 23 ans. D'accord. Donc ça c'est aussi testé. On a testé avec l'avion, ça c'est ce qu'on a vu par rapport à la vitesse. Et donc on a fait là ici par rapport à la gravité, c'est pareil. Vous voyez les deux avions sur la même altitude et donc ils ont marqué un temps plus grand en fait que l'avion, que l'horloge qui était restée à Londres. Donc en fait là, vous voyez, c'est un temps, en gros, il s'est passé 179 nanosecondes ici. Donc ils ont perdu, entre guillemets, 144 nanosecondes de vie par rapport à l'horloge qui était restée à Londres. D'accord. Alors c'est marrant de voir, on va aller aussi sur Wikipédia pour voir cette expérience-là. Ils avaient un budget, vous voyez, cette expérience, c'est un vrai avion. En fait, ils ont loué ils ont acheté en fait toutes les places d'un avion commercial. Et ils ont mis leur appareil pour mesurer parce qu'ils n'avaient pas de budget. Donc je crois que l'expérience a dû coûter quelque chose comme en tout 12 000, 14 000 euros. Enfin pour prouver Einstein, c'est quand même rien du tout. Et voilà, c'est une expérience. Ils n'ont pas eu le prix Nobel, c'est assez bizarre, parce qu'ils ont vérifié Einstein. Mais je trouve que c'est une expérience vraiment très très bonne. Évidemment, quand on arrive proche d'un trou noir, le temps s'arrête, parce que comme c'est un trou, là on a une déformation extrême de l'espace-temps, où le temps ralentit, et arrivé proche du trou noir, le temps s'arrête. Donc voilà, c'est un petit interlude sur le temps et les trous noirs, ce qui était assez important.
Et donc, c'est un peu comme une cascade, hein, c'est-à-dire qu'on a un horizon dans le trou noir, donc les poissons tombent vers la cascade. Tant qu'on est loin de l'horizon, on peut s'échapper de la cascade, hein, si on va assez vite, mais il va y avoir un point de non-retour où les poissons vont tomber dans la cascade, quelle que soit leur vitesse, ils ne pourront pas résister. Ça correspond à la vitesse de la lumière dans notre cas. Ils seront obligés de tomber en cascade. Évidemment, dans le trou noir, il y a le même système, les poissons ne peuvent pas remonter. D'accord? Donc on a un horizon à l'intérieur du trou noir, on a un horizon à l'extérieur du trou noir et à l'intérieur du trou noir, où tout ce qui tombe en fait ne peut pas sortir. Un trou noir, il faut juste vous imaginez une sphère noire en face de vous, et tout ce qui rentre dedans, bon, on ne sait pas où ça va évidemment, parce que personne n'y est rentré. Donc des étoiles, des galaxies rentrent dans les trous noirs. Il y a des trous noirs supermassifs, sûrement formés de plein d'étoiles à l'intérieur. Sans doute, il y a un trou de verre, et donc ça ressort d'un autre côté d'un univers parallèle, peut-être. Enfin, on appelle ça un multivers, j'en parlerai à la fin, mais c'est possible. Donc voilà, donc un trou noir, c'est une étoile qui s'effondre, tout simplement. Hein. Donc on a une étoile qui s'effondre, et on a observé les trous noirs au départ de façon au départ de façon indirecte, et on les a observés assez récemment, en 2015, de manière donc directement via les ondes gravitationnelles. C'est qu'on a détecté 2 trous noirs qui se sont coulés. Alors ça, c'est les premières détections de trous noirs qui se sont absorbés l'un par rapport à l'autre. Donc 2 trous noirs sont tournés l'un autour de l'autre, et quand ils ont tourné l'un autour de l'autre, on va le revoir. Donc comment on a fait ça? C'est avec ce qu'on appelle on appelle ça des interféromètres. Donc il y en a à Pise, en Europe, ça s'appelle Virgo, et LIGO aux États-Unis, Hanford et Livingstone. Donc 2 trous noirs en fait ont tourné l'un autour de l'autre, à peu près à 4 milliards d'années-lumière de nous. Ils ont tourné en fait des trous noirs, vous voyez, ça fait des vagues dans l'espace-temps. Je dis que ça déforme l'espace-temps. Hein. Donc évidemment c'est un trou dans l'espace-temps, mais un trou que je vais faire tourner, c'est comme de l'eau que je vais faire tourner dans un lavabo. Ça va créer des vagues, donc là ça va faire des vagues d'espace-temps. Hein. Le temps aussi en fait déformé. Donc l'espace est déformé, et quand ils sont collisionnés, en fait ils ont créé une vague qui a parcouru tout l'espace. Donc ça c'est une simulation de trous noirs. Il y a un peu plus petit que l'autre, ils avaient à peu près 20 fois la masse du Soleil, donc c'est des petits trous noirs qu'on connaît assez bien. Ils ont tourné comme ça pendant 2 milliards d'années, et en 1 seconde seulement, c'était très rapide, en 1 seconde, ils se sont collisionnés, ils ont tourné, ils ont créé des vagues de plus en plus fortes, et lorsqu'ils ont formé un seul trou noir, et en fait la vague a parcouru ici 2 milliards d'années, et le 15 septembre 2015, la vague est apparue en fait dans notre planète, donc la vague a parcouru ici 2 milliards d'années, et le 15 septembre 2015, la vague est arrivée sur la Terre, et la Terre s'est déformée, et on a mesuré la déformation de la Terre. Voilà, c'est il faut brancher l'ordinateur. Petite pause technique, un branchement ordinateur, parce qu'il n'y a plus de batterie. Est-ce qu'il y a une prise? Pause technique, des questions attendant? Profitez-en. Est-ce qu'il y a eu d'autres collisions de trous noirs depuis 2015? Oh, énormément. Énormément. En fait, après je vais vous raconter, parce qu'on va parler des sœurs des électriciens, on cherche une prise. Est-ce qu'il y a une prise ici? Non. Ouais, on va demander une prise, parce que les batteries sont faibles. J'ai peur que l'ordinateur décide. Ah, je peux brancher à la place de ton ordinateur? Oui. Ah, ok. Il y a une prise. En fait, moi j'ai fait ma thèse dans une théorie qu'on appelle la théorie des corps des supersymétries. Parce qu'à mon époque, en DEA, c'est lié à la sociologie des chercheurs, j'ai des collègues qui sont allés dans cette expérience-là. Voilà, super. Ouais. Et en fait, on avait prédit à l'époque qu'il y aurait en gros une collision de trous noirs à peu près tous les siècles. Donc mes étudiants comme moi qui allaient dans... Qui a posé la question? Ah ouais. Les étudiants comme moi qui allaient dans cette expérience-là... Ah oui, ben du coup je vais remettre le film. Donc les étudiants qui allaient dans cette expérience-là, en fait, on disait à quoi ça sert, vous verrez jamais une collision de trous noirs. Et en fait, dès qu'ils ont branché l'appareil, ils ont tout de suite vu la collision des trous noirs. Tout de suite. Ils ont branché, 2 heures après, ils ont vu l'événement. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'il y a beaucoup plus de trous noirs qu'on croyait. On a fait une erreur sur le nombre de trous noirs dans la galaxie. Et en fait, maintenant, ils observent à peu près 10 collisions par mois de trous noirs. Donc maintenant, alors, il y en a un autre qui va être construit, qui s'appelle Kagra au Japon. Ingra, il y a toujours un Gra à la fin, ça va être gravitational waves, ondes gravitationnelles. Et il y aura Ingra en Inde. Donc ils sont en train d'en construire un en Inde. En fait, on fait une triangulation parce qu'on a plusieurs détecteurs sur la Terre qui se déforme, on peut la voir quand on a plusieurs détecteurs. Donc on en met partout. Il y en a un à Pise, 2 aux États-Unis, un au Japon qui devrait normalement être construit, et en Inde qui est en train d'être construit. Donc nous, en Europe, malheureusement, on l'a observé 1 an après les États-Unis, donc le prix Nobel a été donné aux Américains. Ils l'ont observé, nous on l'a observé qu'1 an après. Malheureusement, on a eu un petit problème avec nos miroirs. En fait, nos miroirs se sont cassés, et donc on a perdu 1 an. Mais normalement, ça aurait dû être LIGO Virgo qui observé, donc l'expérience européenne. Donc voilà ce qu'on a observé le 15 septembre 2015. La Terre s'est déformée, donc c'est un peu exagéré, mais c'est un peu ce qui s'est passé. Et on a observé la déformation de la Terre, et de la déformation de la Terre, on pouvait retourner sur l'onde gravitationnelle primordiale et retrouver la masse des trous noirs qui ont déformé la Terre.
Et ça correspondait exactement à ce qu'on a observé. Alors comment ça marche? Eh bien écoutez, c'est ce qu'on appelle les interféromètres, c'est des lasers. Donc on envoie bêtement des lasers sur des miroirs, hein. C'est pas plus compliqué que ça, c'est tout simple. Ça fait 3 km ici et 3 km ici. Non, excuse-moi, 10 et 10. 3 aux États-Unis c'est 10. Donc les lasers font des allers-retours. Donc le laser va sur un des miroirs, un autre va sur l'autre miroir. Donc juste tout bêtement, hein. Le laser prend ce miroir-là, boum, il revient sur la source d'origine. L'autre laser revient aussi sur la source d'origine. Et on fait juste les interférences sur un écran. Donc c'est pas plus compliqué que ça, hein. On fait des interférences. Évidemment, si le miroir bouge, eh ben on voit les interférences. On voit les lumières qui bougent. Donc là, il n'y a pas de lumière, par exemple, parce que c'est destructif. Et vous voyez qu'on va voir apparaître si les miroirs bougent. Donc si la Terre se déforme, en fait, on verra la Terre se déformer sur l'écran. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est exactement ce qu'ils ont observé. Ils ont observé ça. Voilà. Alors la précision est absolue. Hein. La précision des expériences, ça correspond à la taille d'un atome sur le Soleil. Ils ont vu la taille d'un atome sur le Soleil. C'est pour vous dire la précision des expériences. C'est colossal. Colossal. Voilà, alors, ensuite on a eu, c'est 2015, évidemment 2021, la première photo du trou noir, hein, c'est le trou noir de M87, le trou noir ressemble à M87 par l'Event Horizon Telescope, donc c'est la photo d'un trou noir, on voit bien le flux de particules qui est absorbé par le trou noir. Donc ça c'est la première image d'un trou noir faite par par Jean-Pierre Luminet en 1978. Alors il faut savoir que Jean-Pierre, hein, si vous le voyez, c'est le premier à avoir, à partir des équations d'Einstein, il s'est dit je vais voir qu'est-ce qu'on devrait voir pour un trou noir. Donc il a pris les équations d'Einstein. Et ça, c'est fait à la main. Hein. C'est fait à la main. S'il avait un ordinateur, c'est des petits points, vous voyez, c'est des pinceaux, des points de pinceau qu'il a fait lui-même. En fait, suivant les équations d'Einstein, quand il y avait un chiffre grand, il mettait 3 points. Quand il y avait un chiffre petit, il mettait 1 point. Très très grand, il mettait 10 points de pinceau. Il a fait juste des quadrillages comme ça. Et c'est juste la première image. Alors, il a été contacté par Christopher Nolan pour utiliser cette image-là, parce qu'il a demandé à quoi ressemblait un trou noir. Et vous voyez, au final, hein, ça c'est une simulation, et ça ressemble quand même assez. Il y a la couronne qu'on voit bien de trou noir, et ça ressemble assez à ce qui est observé finalement en 2021. Par la suite. Alors ça c'est le nôtre, hein, Sagittarius, on l'a pris en photo en 2022. D'accord, c'est notre noir au centre de notre galaxie à nous, qui est aussi assez joli. Donc ça correspond en gros à avoir un hamburger sur la Lune ou une coupe de champagne sur la Statue de la Liberté de Paris. Hein, c'est la précision. Alors ce qu'ils ont fait pour voir ce trou noir, c'est qu'ils se sont dit, ils ont pris tous les télescopes optiques au monde, et ils se sont dit plutôt que vous regardez là, regardez là, regardez là, ils se sont dit écoutez, pendant 3 mois, tous ensemble, on va regarder un point. Et on va faire une grande exposition sur ce point-là, tous les télescopes du monde. Et à un moment donné, on va rassembler toutes les images et on aura la photo du trou noir. Voilà. C'est ce qu'on appelle Event Horizon Telescope. Donc c'est pas très grand, hein, un trou noir comme le centre de la galaxie, est tout petit. Hein. Il fait 4 millions de fois la masse, ça c'est notre Soleil. Donc il fait 4 millions de fois la masse du Soleil ici, et il est en gros, la taille c'est entre la Terre et Mars. D'accord. Donc il n'est pas très très grand, mais il est très très massif, hein, 4 millions de fois la masse du Soleil. Donc voilà notre fameux trou noir au centre de la galaxie, et il serait maintenant, enfin il est immense, hein, si jamais le trou noir qu'on a vu, l'autre trou noir qu'on avait vu, qui est du trou noir, donc pas le Sagittarius, hein, pas le nous, mais celui de l'autre galaxie M87, il prendrait tout le système solaire en fait. Donc ça c'est un trou noir qu'on appelle supermassif, vraiment supermassif. Alors, juste, bon, voilà, voyager au trou noir, il y a un truc à faire, attention, si vous voyagez un trou noir, un petit conseil quand même, la spaghettification. C'est que comme hein, la gravité à vos pieds est beaucoup plus forte que celle par rapport à votre tête, vous allez être étiré, d'accord? Et donc voilà, la force gravitationnelle sera plus forte que la force moléculaire, donc vous allez être spaghettifié. Donc faites attention, surtout les petits trous noirs, je vous conseille les petits trous noirs, c'est très dangereux, parce que c'est très très dense, les petits trous noirs, la courbure est très très forte. Un gros trou noir, on passe à travers sans trop de problème, mais s'il fait entre 100 et 1000 fois la masse du Soleil, c'est dangereux. Après, s'il fait des milliards de fois la masse du Soleil, ça on passe à travers sans problème. Et évidemment, alors c'est la question qu'on pose toujours. Quand on est rentré dans un trou noir où on va, on n'en sait rien. On appelle ça les fontaines blanches, peut-être. Ça doit sortir quelque part d'autre, on ne sait pas. Et on peut même essayer de remonter le temps avec ce genre de diagramme. Maintenant, on va vers les dernières étapes. On va être un peu plus rapide. On va juste passer à deux objets assez intéressants qui sont le pulsar. Un pulsar, c'est donc c'est observé la première fois donc, observé par Jocelyn Bell en 1967. Donc c'est en fait quand un soleil s'effondre, soit il fait un trou noir, mais s'il n'est pas suffisamment massif, il va s'arrêter avant le trou noir. On appelle ça une étoile à neutrons. Donc c'est un petit objet très très massif. Donc c'est en gros c'est la masse du soleil dans 10 km. Pas 3 mais 10. D'accord? Donc si le soleil n'est pas suffisamment massif, il va s'effondrer, mais il ne va pas faire vraiment un trou, tu vois. Et vous voyez, il fait une étoile très massive, donc masse du soleil dans 10 km, donc dans la région parisienne on va dire. C'est pas un trou dans l'espace, mais c'est quand même très très dense. Et en fait il va rayonner ici parce qu'il y aura des rayons magnétiques autour de sa rotation, et on va voir un bip 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 bip. Donc c'est le premier signal ici d'un pulsar.
Il s'appelle, est-ce qu'on voit le titre? Est-ce qu'il a marqué? Je sais pas, non, c'est pas marqué ici. Elle a appelé ce signal-là, elle a appelé LGM. C'est le premier signal, ça s'appelle LGM. LGM pour Little Green Man, petit homme vert. Parce qu'en fait, il pensait que c'était un signal extraterrestre, le fameux paradoxe de Fermi. Comme le signal était super régulier, super rapide et super régulier, on disait c'est pas possible qu'un objet naturel soit aussi régulier dans l'espace. C'est forcément quelqu'un qui nous envoie un signal. Donc ils essayaient de décoder le signal du Morse ou qu'est-ce que ça veut dire, etc. On s'est rendu compte que c'était un peu ça, et que c'est un objet qui en fait émet la lumière de façon très régulière. Et alors, vous n'avez pas le problème, on se sert des pulsars. On se sert des pulsars pour voir les fameuses ondes gravitationnelles des trous noirs supermassifs cette fois-ci. Alors comment on s'en sert? Eh ben, on s'en sert comme toile d'araignée. Parce qu'on ne peut pas faire de détecteurs, vous avez vu, les détecteurs que je vous ai montrés, ils font 3 km, 10 km, parce que les trous noirs, ils font 3 km ou 10 km. Donc c'est normal qu'on ait des détecteurs de 3 ou 10 km, c'est la taille d'un trou noir. Ceux que vous avez vus au centre de la galaxie, ils sont supermassifs. Des millions de fois la masse du Soleil. Je ne peux pas faire... On va envoyer un laser dans l'espace, de 3 millions de kilomètres, 4 millions de kilomètres de laser. Donc on va envoyer 2 miroirs dans l'espace, ça s'appelle LISA en 2035. On va envoyer un triangle, en fait ça va être 3 miroirs, c'est un triangle. On va envoyer un laser, faire un triangle comme ça de 3 km pour voir en fait la déformation de l'espace autour du système solaire. Ça c'est acté et c'est envoyé. Mais très récemment, l'année dernière, enfin il y a 2 ans, on a essayé d'observer en fait, on appelle ça le pulsar timing array, on se sert de ces pulsars pour, comme une toile d'araignée. Et une toile d'araignée, vous voyez, si je passe à travers une toile d'araignée, un insecte, ça va faire bouger la toile. Et donc je vais voir où est l'insecte par rapport où la toile bouge. Là c'est pareil, là je suis dans la galaxie. Et si une onde gravitationnelle traverse la galaxie, mes pulsars vont bouger. Et suivant, en fait, je vais voir le pulsar s'éloigner et se rapprocher de moi, comme l'étoile qu'on a vue tout à l'heure. Et suivant le mouvement du pulsar, je vais pouvoir voir la vague traverser la galaxie. Donc on sert des pulsars, en fait, pour voir la vague à travers la galaxie. Et voilà ce qu'on a observé, donc ça c'est en 2023. Donc ça c'est l'angle, donc de 0 à 180 degrés. Ça, c'est s'il n'y avait pas d'onde qui traversait notre galaxie. Et là, c'est les points bleus qu'on a observés. Et ici, en violet, c'est la vague qu'on devrait observer si jamais un trou noir, un super trou noir supermassif, a collisionné un autre trou noir supermassif et a créé une vague gigantesque. Cette fois-ci, ce n'est pas la Terre qui est déformée, c'est la galaxie qui a été déformée par l'arrivée d'une vague gigantesque due par la collision de tout trou noir supermassif. Donc les trous noirs supermassifs, une des façons de les voir, c'est ça. Alors c'est encore en discussion, beaucoup de gens travaillent sur ce PTA, c'est nanograve, on appelle ça, le détecteur s'appelle nanograve. Et donc beaucoup de gens travaillent sur ce résultat-là, parce qu'on aura peut-être vu aussi en fait, des trous noirs supermassifs qui sont au centre. Chaque galaxie a un trou noir supermassif en son centre. Donc si 2 galaxies se collisionnent, les trous noirs vont heurter l'un par rapport à l'autre, ça va donner un trou noir encore plus massif, entre 4 millions et 10 millions de fois la masse du Soleil. C'est peut-être ça qui aurait déformé notre galaxie. Donc ça encore, c'est une découverte assez récente. Et encore plus beau, on a même vu une collision d'étoiles à neutrons. Donc les étoiles à neutrons, les pulsars, si vous voulez, on a vu des pulsars se collisionner, et ça fait aussi des ondes gravitationnelles. Et ce qui est incroyable, c'est que les ondes gravitationnelles doivent aller à la vitesse de la lumière, et quand les 2 étoiles à neutrons se sont collisionnées, elles ont émis de la lumière, et les ondes gravitationnelles sont arrivées en même temps que la lumière, ce qui prouve qu'effectivement, la gravité se propage à la même vitesse que la lumière, ce qui est une prédiction d'Einstein. Ça c'est très récent, c'est il y a seulement 3 ans. Il y a 3 ans, on a prouvé, donc 2 étoiles à neutrons sont collisionnées, bams, et quand elles sont collisionnées, ça crée une onde gravitationnelle que vous voyez là, mais aussi un faisceau lumineux énorme. Et le faisceau lumineux a été observé exactement en même temps qu'a été observée la déformation de la Terre, à une précision absolue. Donc l'onde gravitationnelle se propage à la même vitesse que la lumière, c'est exactement prédit par Einstein. Donc, on la revoit une dernière fois, mais c'est vraiment joli. Donc 2 étoiles à neutrons, quand elles se collisionnent, contrairement au trou noir, parce que le trou noir il ne forme pas de lumière, donc il n'y a pas de lumière émise, mais les étoiles à neutrons, quand elles se collisionnent, elles vont former une étoile à neutrons plus grande, mais leur collision, blam, ça va exploser, et on a observé les deux en même temps. Ça, c'est une grande découverte d'il y a uniquement 3 ans. Donc nos dernières étapes, ça va être la supernova, parce qu'une fois que l'étoile a explosé, je vous ai dit, donc ça peut former un trou noir, mais l'enveloppe, elle, va évidemment s'étendre. Donc au centre, il y aura un trou noir, et tout le reste qui a été formé dans l'étoile va exploser. Voilà une supernova. Donc ça, c'est vraiment une simulation, donc c'est pas une vue d'artiste, c'est vraiment une simulation numérique d'une supernova qui va exploser. Donc l'étoile explose, et lorsque l'étoile explose, ça émet en fait une couronne. Donc là, j'ai oublié, c'est la nébuleuse du papillon, je crois, que j'ai pris, je ne sais plus laquelle j'ai pris, c'est pas le crabe, ça. J'ai oublié laquelle. Bon voilà, ça c'est une image du James Webb Telescope. Et on a vu la simulation, voilà, ça forme une forme de butterfly, ouais, c'est butterfly. C'est super, vous voyez, c'est très joli. Donc ça fait une forme de papillon qui est observé en fait par le James Webb Telescope, qui est l'explosion d'une étoile. Alors, la question, ça émet aussi d'autres types de particules comme les neutrinos. Il y a des gens assez fous qui au pôle sud, ont créé un détecteur où ils ont mis des capteurs en fait, des détecteurs. Et ça émet aussi des particules qu'on appelle des neutrinos. On a aussi détecté les neutrinos émis par les explosions des étoiles. Donc on a vu les photons, les ondes gravitationnelles et aussi les neutrinos au sud de... Alors pourquoi dans le pôle sud? Parce que la glace est très pure.
Donc avec là, on peut observer vraiment tout type de particules. Là, ça c'est l'événement qui a été observé. Les neutrinos qui ont fait comme des cloches. Alors, une supernova, est-ce qu'on va en voir une? Peut-être, notre génération va en voir une. C'est Bételgeuse, qui a priori devrait exploser, ou a déjà explosé, parce qu'elle est évidemment déjà très loin, donc peut-être qu'elle a déjà explosé, mais qu'on n'a pas encore vu. Alors, comment on détecte une supernova? C'est qu'une étoile, avant d'exploser, en fait, une étoile, ça fond, hein, ça fait du carbone, oxygène, exogène, nitrogène, etc., ça va jusqu'au fer. Une étoile ne peut pas brûler le fer, hein, le fer ne peut pas se fusionner, c'est l'élément stable le plus lourd. Donc une étoile, elle va tout fusionner, donc d'abord c'est de l'hydrogène, hydrogène, hélium, hélium, lithium, lithium, beryllium, beryllium, carbone, carbone, hydrogène, etc., carbone, oxygène. Et arrivé en fait au fer, elle n'y arrive pas. Ok, donc ça l'énerve, donc elle essaye, elle n'arrive pas, elle essaye, elle n'arrive pas, et elle explose à un moment donné parce qu'elle n'arrive pas à fondre le fer. Et donc avant de fondre le fer, elle a ce genre de réaction un peu bizarre. Elle a envie, elle n'arrive pas, elle a envie, elle n'arrive pas, donc c'est janvier 2019, décembre 2019, janvier 2020, mars 2020, et on a cru qu'elle allait exploser en fait, elle n'a pas explosé au final. Mais voilà ce que ça donnera, ça c'est donc l'image qu'on aura, Bételgeuse, hein. C'est l'image qu'on aura dans le ciel nocturne, on verra une étoile exploser pendant à peu près 3 mois. On aura 2 étoiles dans le ciel, le soleil Bételgeuse. La dernière observée par une civilisation, c'est des Chinois au XIIIe siècle. Et les Chinois ont très bien décrit la supernova, une étoile qui explosait dans le ciel. Et donc pendant 3 mois, il faisait aussi, aussi bien le jour la nuit que le jour en fait, hein. Il n'y a quasiment pas de nuit, parce qu'il y avait un deuxième soleil dans le ciel. Donc a priori, d'après les réactions qu'on a vues là, elle aurait une durée de vie à peu près entre 25 et 75 ans encore. Donc elle n'est pas loin d'exploser, donc peut-être on aura cette belle vision une fois bientôt dans le ciel d'une supernova. Donc 2 dernières étapes, la matière noire, étape très importante. Évidemment, on s'éloigne encore un peu plus de notre galaxie. Et en fait, comment notre galaxie et notre environnement est formé d'une matière qu'on appelle une matière noire. Comment on l'a trouvée? Il y a plein de raisons. Il y a plusieurs façons de voir qu'on est fait de matière noire. Directement en regardant la rotation des galaxies. Une rotation devrait tourner de cette vitesse-là, et on voit qu'elle tourne à peu près à cette vitesse-là. D'accord? Donc on voit que des galaxies comme Andromède, par exemple, tournent beaucoup plus vite qu'elles ne devraient tourner sans matière noire. Donc, c'est ce qu'on devrait observer, c'est ce qu'on observe. Et en fait, la solution pour ça, c'est que 80% de la matière, elle joue le rôle de fuel, la matière noire, hein, c'est une forme de gravité qui va accélérer les mouvements. Hein. Dès que j'ai la gravité, je vais plus vite. Hein. Dès que j'ai une planète qui est plus massive, je tombe plus vite. Donc là, c'est le même principe. Si ma galaxie est plus lourde, elle va tourner plus vite. Et donc, on mesure que 80% de la matière dans l'univers est invisible à nos yeux, télescopes, satellites, radiotélescopes, détecteurs, tout ce que vous voulez. Donc 80% de la matière qu'on observe dans l'univers est noire. Donc voilà l'exemple, alors je vais voir à quoi ça va servir. Voilà par exemple la photo de l'univers qui a été prise par le satellite Planck. Ça c'est notre univers à peu près 380 millions ans après le Big Bang. Donc avant qu'il y ait des galaxies, avant qu'il y ait des étoiles. Ça c'est une lumière prise par le satellite Planck. Elle était là encore plus loin que le James Télescope. Hein. Planck il voit à 13,8 milliards d'années-lumière. Donc là il n'y a pas de galaxie, c'est juste la photo du ciel tel qu'il est. Donc c'est comme une planisphère. Hein. Ce point-là c'est le même que celui-là. C'est le pôle nord, c'est le pôle sud, mais c'est ce qu'on voit dans le ciel. D'accord? C'est comme une planisphère, mais pas la Terre, mais le ciel. D'accord? Donc ça, c'est les rayons émis par le Big Bang et qu'on a observé par le satellite Planck. Alors, dans ce fameux... Voilà, on va essayer de simuler notre univers. Ça, c'est l'univers tel qu'il était il y a 13 ou 8 milliards d'années. Pas d'étoiles, pas de galaxies, rien. Juste un fond avec une température de 2,7 degrés. Totalement. À l'époque, c'était 1000 degrés. Mais là, maintenant, actuellement, c'est juste 2,7 degrés Kelvin. Le bleu, c'est un peu plus froid, rouge, c'est un peu plus chaud. Pas beaucoup, hein, c'est des mini différences de température. Donc pour savoir si notre théorie est bonne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu plus de matière là où c'est froid, parce que où c'est froid, ça bouge un peu moins. Un peu moins de matière là où c'est rouge, parce que quand c'est rouge, écoutez, ça bouge beaucoup. Et donc l'histoire est très simple. Là où il y a un peu plus de matière, la matière s'est rassemblée. Ça a formé des étoiles. Les étoiles se sont rassemblées entre elles, et qu'est-ce qu'elles ont formé? Des galaxies. Et les galaxies ont formé des amas de galaxies. Donc en gros, l'histoire est très simple. Là, on a l'image du Big Bang avant qu'il y ait la première galaxie. On a cette fameuse lumière, parce que le satellite a été voir assez loin pour voir cette première lumière juste à l'origine du Big Bang. De cette lumière, il y a des petites différences de température, un peu plus chaud, un peu plus froid, un peu plus chaud, un peu plus froid. Ces différences de température vont faire que la matière va se concentrer autour des points froids, puis ça va former des étoiles vont former des galaxies, et les galaxies, des amas de galaxies. Voilà l'histoire de l'univers, et donc si on a réussi notre pari, on devrait retrouver notre univers. Donc on prend cette photo, c'est une vraie photo, hein. C'est une photo du satellite Planck. On met les équations Newton de Planck et d'Einstein, et on fait tourner le simulateur il y a 13,8 milliards d'années jusqu'à maintenant. Et on voit ce que ça va donner. Donc ça, c'est une simulation qui a été faite. On voit il y a à peu près une centaine d'ordinateurs qui servent à ces simulations-là. Ça dure 5 ans, les simulations. Juste, on prend la photo de l'univers à l'époque du Big Bang. On met toutes nos équations. Et on voit ce qu'on obtient. Bon, ça fait un peu Matrix, mais bon. Ils ont pu faire un peu fancy. Donc
de la photo du Big Bang, obtenue par Planck. On laisse tourner la machine. Et en fait, on inclut évidemment la matière noire, qui est un des composants essentiels de notre galaxie, surtout les points bleus que vous avez vus là, qui sert un peu de trame, de masse. Donc vous allez voir le temps qui passe ici, en billions ça veut dire milliards en français, donc ici vous voyez c'est 1 milliard d'années déjà depuis le Big Bang, là 1 milliard d'années passées. En bleu ça va être la matière noire, cette matière qui est responsable de la rotation des galaxies, qui présente 80% de l'univers. Et petit à petit la couleur va être rouge, quand ça va devenir rouge en fait c'est le gaz qui va commencer à chauffer et à former les étoiles. Donc là, c'est un peu comme une toile d'araignée, vous remarquez, ça ressemble un peu à une toile d'araignée, ça correspond au point bleu de la photo du satellite Planck. Et autour des points bleus, vous voyez, il y a des chaleurs, des formes de chaleur qui se forment. Et là, on a la formation ici des premières étoiles, des premières galaxies. Ici, on est à 3 milliards d'années après le Big Bang. Notre galaxie est apparue à peu près 500 millions d'années après le Big Bang. Notre galaxie est déjà parmi toutes ces galaxies qui sont là. Je répète, c'est pas une vue d'artiste, hein, c'est une vraie simulation. Après 50 simulations, en tenant compte de la présence de matière noire depuis le début de l'univers. Et vous voyez ici donc des réactions qui se forment. Donc 4 milliards d'années après le Big Bang, nous, on est apparu à peu près 8 milliards, enfin la Terre, hein, est apparu à peu près 8 milliards d'années après le Big Bang. Notre Soleil est apparu à peu près en même temps. Notre Soleil et la Terre sont apparus à peu près en même temps. Donc la matière noire à gauche, vous voyez que c'est comme une toile d'araignée. Et autour des points chauds de la matière noire se forment en fait les galaxies, les étoiles et les galaxies. Vous voyez qu'à 7 milliards d'années après le Big Bang, il y a encore une formation d'étoiles. Mais qu'à partir de 8 milliards d'années à peu près, ça commence à se stabiliser. 8 milliards d'années après le Big Bang, moins de réactions d'étoiles. Ça commence à être assez stable. Et là, vous allez voir, on verra, c'est notre dernière étape, c'est l'énergie noire qui va dominer. Et là, vous voyez, voilà, plus de réactions, l'univers est assez figé. La matière noire, comme une toile d'araignée autour de laquelle s'est agrégé le gaz et les galaxies, ne bouge plus. Plus de formation d'étoiles et de galaxies, c'est assez fixe. 10 milliards d'années après le Big Bang, rappelez-vous, on est à 13,8 milliards d'années, donc on s'approche de notre époque maintenant, de notre temps présent. Et normalement, si le boulot a été bien fait, on va faire un zoom et on demande à l'intelligence artificielle de retrouver notre galaxie. Donc on part de la photo du Big Bang, on met nos équations en tenant compte de la présence de matière noire et on demande à l'intelligence artificielle de trouver une galaxie qui a la même masse que notre galaxie, la même vitesse de rotation de notre galaxie, la même forme que notre galaxie. Donc l'intelligence artificielle va chercher parmi tout ce réseau d'étoiles et de galaxies une galaxie qui ressemble à notre Voie lactée. Donc on lui a donné toutes les caractéristiques et elle cherche. Et elle fait un zoom pour essayer de trouver parmi toutes les galaxies que vous voyez là, une galaxie qui ressemble quand même à nos galaxies. Elle fait un zoom, là on est à peu près à 2 mégaparsecs, donc c'est à peu près la distance entre nous et Andromède. Là on voit des galaxies qui se forment, ils se rapprochent, et vous voyez qu'il arrive à trouver une galaxie qui est exactement similaire à notre Voie lactée, avec le même nombre d'étoiles, la même vitesse de rotation, la même masse, et exactement à notre galaxie. Donc il arrive à retrouver notre galaxie à partir de la simulation de l'univers qui a été formée à partir de la photo du Big Bang, issue il y a 13,8 milliards d'années. Donc ça, ce sont les simulations qui nous montrent qu'à peu près, ce qu'on a fait, pas totalement bête, enfin on part du Big Bang, on y arrive, ça c'est une des toutes dernières simulations faites par des Japonais, ça c'est un 5e de l'univers, donc vous avez toute l'histoire de l'univers qui est pareil, vous voyez la matière noire joue le rôle d'agrégat, comme une toile d'araignée, la matière s'agrège autour des points de matière noire, forme des galaxies et des étoiles, c'est pour ça que notre ciel est aussi anisotrope, je dirais. Et là, vous avez toute l'histoire de l'univers sur un 5e, donc les prochaines simulations, on aura l'univers complet, hein, j'imagine. Hein. Là, c'est un 5e univers, donc d'ici 2 ans, je pense qu'on aura une simulation de l'univers complet. Et là, notre univers, comme vous le voyez maintenant, c'est l'univers tel qu'on le voit, tel qu'il est, tel qu'on l'observe dans le ciel. Donc, ce que font les gens, c'est pareil, intelligence artificielle, et on prend une photo du James Webb Télescope. Alors, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils prennent une photo du James Webb Télescope, en fait, et la photo du James Webb Télescope, ils essaient de la retrouver dans les simulations, avec les caractéristiques du James Webb Télescope. Ils retrouvent à chaque fois des éléments similaires dans les simulations que dans les photos du James Webb Télescope. Évidemment, il y a plusieurs objets qui ressemblent à cette simulation-là, il n'y en a pas qu'un seul, il y en aura plusieurs, il y aura plusieurs galaxies qui ressembleront à nos galaxies, il n'y en aura pas qu'une seule dans la simulation. Et donc, il va nous donner 1000 galaxies qui sont très similaires à notre galaxie, qui montrent que nos simulations ont quand même assez bien réussi leur boulot. Donc voilà, et la question, alors des collègues travaillent là-dessus, peut-être que c'est nous qui sommes dark, c'est un changement de paradigme, puisque je dis que 80% de tout ce que vous voyez, les toiles d'araignée que vous voyez là, 80% de la matière est noire, peut-être eux sont en fait faits d'étoiles, de planètes, de formes de vie, et qu'ils essayent de chercher qui nous on est, parce qu'on ne voit pas. Donc c'est peut-être des univers dark, des étoiles noires, des planètes noires,
80% de l'univers, je vous répète, est fait de cette énergie noire, de cette matière noire, pas énergie, matière noire. Et donc peut-être qu'il y a 80% de l'univers qui essaie de trouver qui on est nous, hein, parce qu'il y aura manque 20% qui sont nous, hein, et peut-être qu'ils sont en train de se dire c'est qui ces 20% qui nous manquent, et ils sont en train de nous découvrir. Alors, il y a beaucoup de recherches au CERN, on appelle ça les dark forces, les forces noires, donc du Z', on a des dark photons, beaucoup de recherches, il y a au moins une vingtaine d'expériences qui recherchent les dark photons, les dark stars, les étoiles noires. Donc ces 80% de matière noire sont des gros sujets de recherche actuellement, et il y a au moins, enfin tous les pays sont à la course de la matière noire, on ne l'a pas détecté encore, hein. C'est que des formes indirectes de détection. Et donc on va conclure sur notre dernière étape, l'énergie noire. Donc on va aller encore un peu plus loin dans l'univers, on va aller du côté de 8 à 9 milliards d'années-lumière de la Terre. Alors ce qui se passe, c'est on va aller proche de l'horizon d'événements, c'est-à-dire que c'est ce fameux point où je ne peux pas aller plus loin parce que je ne vois rien, parce que c'est l'horizon. Donc un horizon des événements en lumière, c'est la même chose qu'un horizon sur la mer, hein. C'est-à-dire que la lumière, tant qu'elle est derrière l'horizon, je ne la vois pas, et petit à petit, je vais voir la lumière apparaître, et je vais voir plusieurs parties de mon univers apparaître. Donc chaque jour, je vois une partie de l'univers un peu plus grande, parce que la lumière, en fait, met du temps à nous parvenir. Donc tant que la lumière ne nous est pas parvenue, je ne la vois pas, parce que la vitesse finie. Donc pour l'instant, je vois 13,8 milliards d'années-lumière, je n'ai pas le choix, je ne vois que ça, parce que la lumière au-delà est sur sa route, elle n'est pas encore parvenue à nos télescopes. Donc c'est un peu comme un bateau que je vois petit à petit apparaître. Donc là, on va s'approcher de cet horizon des événements. Ici, c'est la limite du James Webb Télescope, elle est ici. Planck, il voit ici à peu près, hein, il voit à 380 000 ans après le Big Bang. Nous, on est là. Donc ici, c'est le James Webb. Hein, on s'approche de cette fameux horizon où là, je ne peux rien dire. Hein. Tout ce qui est ici, là, je ne peux rien raconter parce que la lumière est sur la route. Donc je ne peux pas le voir. Ça, c'est ce que je peux voir avec mes satellites pour l'instant. Tout cet univers-là, cette partie de l'univers, je ne sais pas de quoi il est fait parce qu'il n'est pas venu. Et c'est ce que voit le fameux satellite Planck, hein, ce que je vous ai montré, le fameux ballon de rugby que je vous ai montré. La fameuse forme, c'est ça. C'est ce fameux horizon ici. Hein, 13,8 milliards d'années, donc la fameuse première image du Big Bang, c'est ça qu'on voit, et c'est la limite de notre horizon, ce qu'on peut voir, ce que je peux vous raconter, c'est ça. Alors juste, vous rappelez ce que l'univers est en expansion, ce qu'on a un horizon, c'est que n'oubliez pas que l'univers est en expansion, c'est-à-dire que 380 000 ans après le Big Bang, l'univers s'est étendu pendant 13,8 milliards d'années, et la lumière qui a été émise à l'horizon ici nous est parvenue maintenant, et c'est la fameuse photo que je vous ai montrée du satellite Planck. C'est la lumière qui a été émise à l'époque du Big Bang et qui est venue jusqu'à la Terre et on l'a détectée maintenant. Donc ce que vous voyez là, c'est la lumière qui a été émise ici et qui a mis 13,8 milliards d'années pour nous parvenir ici. Ça, c'est le ciel, tout ce ciel-là que vous voyez autour de nous. Ça, c'est une fameuse photo qu'on a vue, qui est la lumière du Big Bang qu'on a observée en 2012. Enfin, c'est là, cette photo elle date de 2012. Il faut savoir qu'il y a une autre planète sûrement dans cette partie-là de l'univers que je ne vois pas, parce que la lumière n'est pas encore parvenue, d'accord ? Toute cette partie-là de l'univers est sur la route. Et le principe cosmologique est tel que lui, il est en train de donner, s'il y a quelqu'un sur cette planète-là, il va donner exactement le même conférence que je suis en train de vous donner, parce qu'il voit exactement la même lumière. D'accord ? Parce que la lumière qui a été mise ici, a été mise ici, donc la lumière que je vois, c'est la même lumière qu'il voit lui. Donc en fait, cette personne-là est en train de donner en ce moment exactement la même conférence que moi, avec exactement la même photo. D'accord ? Et donc toute personne de l'univers, en ce moment, est en train de donner le même talk que moi. D'accord ? Avec les mêmes chiffres. D'accord ? C'est incroyable, mais c'est le principe cosmologique. C'est Einstein. Bon, je peux que le supposer. Parce qu'évidemment, la lumière ne parvient pas de cet environnement-là, mais a priori, pourquoi pas. Alors, souvent, la question qu'on me pose, l'univers s'étend, mais il s'étend dans quoi ? Alors, c'est une question qu'on me donne souvent, on pense que vous dites l'univers s'étend, il s'étend, dans quoi ? C'est normal, c'est une question logique. La réponse que je peux donner, c'est une question de point de vue. C'est plutôt qu'imaginer que votre pièce, comme la chambre, s'étend en fait, et que vous êtes au milieu de la pièce, imaginez plutôt que vous êtes en train de rétrécir dans la pièce, et c'est exactement la même chose. Vous avez l'impression que l'univers s'étend. Et vous n'allez pas vous dire, je rétrécis dans quoi ? Vous rétrécissez dans la pièce. Et vous aurez l'impression que la pièce en fait s'étend. Mais c'est vous qui rétrécissez. Donc c'est peut-être nous qui rétrécissons dans un univers qui, lui, ne s'étend pas. Certaines personnes pensent même qu'on est dans un trou noir et qu'on rétrécit dans le trou noir. Le fameux horizon que je vous ai montré là, le fameux horizon où le bateau apparaît, en fait, c'est juste l'horizon du trou noir et que nous, on rétrécit dans le trou noir. Et on a l'impression en fait que l'espace augmente parce qu'on est en train de rétrécir et qu'on a été absorbé par un trou noir. Ça, c'est une théorie, par exemple. Mais ça tient. Que je vous explique que l'univers s'étend ou qu'on rétrécit, c'est la même chose. Alors, il se trouve qu'en 98, il y a une grosse révolution. Vous voyez, c'est très récent. Hein. C'est qu'avant 98, on pensait que l'univers, c'est comme une pomme, d'accord, que je lance et qui retombe sur la Terre. Et donc, l'univers, en fait, s'étend et qu'à un moment donné, la gravité fera qu'il va se recollapser. On appelle ça l'univers cyclique, comme 1922, et qu'on aura un autre Big Bang, qu'on a une suite de Big Bang. Ça, c'est les modèles des années 1920. Puis, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est pas vrai. Si je lance ma pomme, vous vous souvenez, à une vitesse plus grande que 40 000 km/h, elle va s'échapper de l'attraction gravitationnelle. L'univers va s'étendre en ralentissant. Hein. L'univers va s'étendre, mais il va ralentir, mais il ne va jamais retomber sur soi-même, comme la pomme ne retombera jamais sur la Terre. Il va juste ralentir.
Et donc en 98, des physiciens ont essayé de mesurer le taux de ralentissement de l'univers. Ils ont mesuré en prenant des étoiles. Ils voyaient que les étoiles s'éloignaient. Ils voulaient mesurer le ralentissement. Moi, quand je faisais ma thèse, j'étais persuadé que l'univers ralentissait. Et ce qu'ils ont observé, c'est quelque chose d'assez bizarre, c'est l'opposé. C'est comme si la pomme montait et au bout de 8 milliards d'années, elle s'est mise à accélérer et à remonter. Donc la pomme ralentissait, et au bout de 8 milliards d'années dans l'univers, elle s'est mise à réaccélérer et à repartir en phase de Big Bang. Donc ce qu'on a observé, c'est que l'univers a ralenti, il a ralenti pendant à peu près 8 milliards d'années. Au bout de 8 milliards d'années, bams, il est reparti, et on est maintenant en phase d'expansion de Big Bang à nouveau. Donc on est retourné dans une phase de Big Bang, on est retourné dans une phase d'accélération, et c'est uniquement en 98 qu'on a observé ça, et c'était confirmé aussi par le satellite Planck en 2004. Donc voilà, c'est des vraies données. Voilà ce qu'on pensait en orange, on pensait que l'univers allait ralentir petit à petit, et en fait les points bleus, c'est ce qu'on a observé, et donc la courbe verte, c'est ce qui fit avec les points bleus. Donc l'univers est reparti en phase de Big Bang, là, donc ça c'est les années, hein. Donc là, maintenant, on est reparti en phase d'accélération, et l'univers est reparti en phase d'accélération, d'expansion accélérée. On ne comprend pas ce que c'est, on appelle ça l'énergie noire, c'est un grand mystère, beaucoup de gens travaillent dessus. Donc on appelle ça la quintessence. La quintessence, ça vient d'Aristote, hein, il y avait la terre, l'eau, l'air, le feu. Donc on a rajouté la quintessence, le champ de quintessence, on appelle ça lambda, cette matière assez bizarre qui fait que l'univers est rempli d'une matière qui tend à l'étendre, à une pression négative, on appelle ça. Alors on sait très bien qu'en fait, bon, il n'y a que deux éléments, il n'y a que la terre et l'air, hein, parce que l'eau peut être un composé de ces éléments-là, donc c'est on va dire plutôt un troisième élément. Lambda, c'est une pression négative, c'est un champ assez bizarre. On est dedans, hein, on vit dans un champ à pression négative. Alors c'est assez étrange, hein, quand vous plongez dans la piscine, vous voyez bien que plus vous plongez dans la piscine et plus vous avez de pression sur votre corps. Si vous plongez dans un champ de quintessence, plus vous plongez et plus vous êtes étiré. Plus il y a de champ, plus vous étirez. C'est un champ à pression négative. On ne sait pas. Donc, si j'ai une pompe comme ça, une pompe à vélo, il est évident que si je bouche ma pompe à vélo, hein, je mets un bouchon là, si je la tire, et ben, la pression va faire qu'elle va retomber. Hein, la pression de ma pompe va faire retomber ma pompe. D'accord, elle va retomber. Si je remplis ma pompe en fait d'un gaz d'énergie noire, lambda, d'accord, au champ de quintessence, hein, c'est la même chose, et ben plus je tire ma pompe, plus ma pompe va tirer. Plus je tire, plus elle va tirer, plus je tire, plus elle va tirer. Donc j'aurais beau remplir ma pompe, en fait ma pompe se re-remplit d'énergie noire sans arrêt, jusqu'à être étirée jusqu'à l'infini. Donc l'univers est un peu comme ça. Donc c'est un champ de pression négative qui fait qu'il s'étire jusqu'à l'infini. Alors bon, c'est pas pareil, hein, c'est pas de la science-fiction, c'est comme la relativité. On mesure, en -1 c'est la pression, hein, le chiffre c'est la pression. Donc on mesure, il faut être en gros au milieu de toutes ces données-là. Donc il faut être ici, il faut être ici, il faut être ici. Et à chaque fois on a -1, pression négative, pression négative, pression négative, -1, -1, -1. Donc l'univers est bien fait d'un gaz de pression négative. On vit dans un gaz de pression négative. On ne s'en rend pas compte parce qu'à notre échelle, la gravité domine. Il faut aller au-delà d'Andromède. Et quand on va au-delà d'Andromède, c'est la pression négative qui domine et notre univers en expansion absolue. Et dans à peu près 50 milliards d'années, on ne verra plus rien. Donc dans 50 milliards d'années, il n'y aura plus de galaxies parce qu'elles vont partir, elles, de l'autre côté de l'horizon. Le fameux horizon et le bateau que je vous ai montré, eh ben, tout est en train de partir de l'autre côté de l'horizon. Et de plus en plus vite. Et dans quelques temps, tout ira plus vite que la vitesse de lumière. Parce que l'univers s'étend plus vite que la vitesse de lumière. Et donc, dans 50 milliards d'années, il n'y aura que nous et Andromède en une seule galaxie, et il n'y aura rien d'autre. En clair, un physicien qui arrive ici dans 50 milliards d'années, il ne dira pas du tout le même discours que je viens de vous donner, parce qu'il aura toutes les informations seront passées de l'autre côté de l'horizon. Il ne saura pas qu'il y avait des galaxies autres que la sienne. Il ne saura pas qu'il y avait d'autres étoiles. Il verra que lui et lui seul. Voilà, c'est un peu triste, mais bon, c'est l'avenir qui nous le dit. Et donc, avant la conclusion, la petite notion de multivers, parce que je vous ai raconté, on a fait un voyage dans l'espace, et je suis allé jusqu'à l'horizon qui était ici, hein, je ne suis pas allé plus loin que cet horizon-là. Ben, je ne sais pas ce qui se passe ici. Écoute, je ne peux pas en parler. Peut-être qu'il y a des objets où la pomme s'envole, des espaces qui sont encore en phase de Big Bang, d'autres des êtres supra-intelligents, d'autres où c'est au niveau des amibes, d'autres où il y a encore l'inflation. On n'en sait rien, parce que je peux vous raconter que cette histoire-là, toute cette partie univers-là, la lumière est en train de venir vers nous. Et vous vous rappelez, hein, plus je vois loin et plus je remonte le temps, je ne peux pas remonter jusqu'à cette époque-là, parce que la lumière elle est en train de faire sa route, là. Donc là, ici, je la verrai dans 1 an, ici dans 3 ans, ici dans 1 million d'années, ici dans 3 milliards d'années. Donc il faut que j'attende pour savoir ce qui se passe. Donc on ne peut que faire des hypothèses. C'est un peu comme un ballon, vous voyez, et donc on est sur ce côté rouge du ballon. Je ne peux pas vous parler des autres couleurs, j'en sais rien. Peut-être c'est comme la même couleur que nous, hein, et peut-être pas. Mais les gens font des simulations, parce qu'on peut faire des simulations de l'univers. Donc nous on est ici, ça c'est une simulation dans une théorie des cordes. Donc assez en 2019, hein, donc c'est une simulation en théorie des cordes, on peut simuler l'univers, tout ça c'est l'univers. Nous on est dans cette petite vallée là, on s'étend mais pas trop. On a suffisamment de matière noire pour former les galaxies.
on a une expansion, on est au début du Big Bang, vous voyez, il y a 8 milliards d'années que c'est reparti. Donc on est une vallée en fait assez calme. Mais ici, c'est le taux d'expansion de l'univers, c'est le taux d'expansion de l'univers ici qui est marqué. Donc là, on a un taux d'expansion de l'univers énorme. Donc là, ils sont en phase de Big Bang, par exemple. Là, ils sont assez reposés, donc il y a aussi la formation des galaxies et des étoiles qui sont possibles. Donc il y a des zones un peu calmes, des vallées, et des zones très chaotiques, où l'univers est encore en expansion. Donc sans doute, notre univers ressemble à quelque chose comme ça. Des parties qui sont en expansion, des parties qui sont calmes. Dans les parties calmes, on peut former des étoiles, on peut former des planètes, on peut former des formes de vie. Et c'est là où on est. Alors comment les connecter, c'est par l'univers, aucune idée. Ils se connectent par un trou noir, par exemple, peut-être, les trous de verre dont je vous ai parlé, peut-être ça connecte les différents multivers, mais si je fais une échelle logarithmique, très simple, Ératosthène, la taille de l'univers sous Ératosthène, à moins 300, c'était à peu près la taille de la Terre, distance 4 km. En 1609, Galilée, avec sa lunette, a observé le système solaire, 1 milliard de kilomètres. Hubble, grâce aux rayons, la radioastronomie, a observé les distances entre des galaxies. Grâce au satellite Planck, on a vu 10 puissance 23 km. Donc si je fais une échelle logarithmique, normalement en 2065, donc ma génération des étudiants, ils verront 10 puissance 39 km, donc ils devraient voir normalement ce football, alors je ne sais pas comment, à travers un trou noir peut-être, je pense qu'un trou noir c'est une des clés de ce passage. Donc pour conclure, on va un petit voyage, voilà, tout ce voyage qu'on a fait de la Terre aux planètes habitables, voilà, on va se repartir de la Terre et on va revoir tous ces événements les uns après les autres pour un petit film de 3 minutes.
Donc voilà, je vous laisse l'adresse si jamais vous connaissez quelqu'un qui habite très loin d'ici. Si vous avez un courrier, c'est voilà, notre adresse locale. Merci bien. Merci. Et donc en conclusion, je dirais que Travel Einstein, c'est le plus beau miracle de l'univers, c'est qu'un être fragile, issu d'une infime fluctuation du vide comme nous, sur une petite planète à plus de 13 milliards d'années-lumière de l'horizon, soit capable de comprendre ce même univers dont il est issu. Merci bien. Attention les yeux. Attention. Voilà. On peut rester comme ça, c'est bien. Ou on peut rester Ah, comme ouais. ça. Alors, est-ce qu'il c'est possible de transférer sur cet Ouais. ordinateur-là Et déjà des questions. Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai prévu un certain nombre de questions. Alors, plus sur ton livre, du coup, mais si, bien sûr, si les gens veulent poser des questions sur tout ce qu'ils viennent de voir, évidemment, il n'y a pas de problème. Allez-y. À un moment donné, je connais rien moi. Mais à un moment donné, vous avez parlé des trous noirs, il y avait un schéma, trou noir. Allez-y, comme ça vous entendez beaucoup mieux. Vous allez faire votre crier. Après, la salle est pas très grande. Oui. Oui, je disais un mot. Alors, j'y connais rien en physique, je précise quand même. Mais à un moment Moi, si peu. donné, il y avait, vous parliez des trous noirs, il y avait un schéma. Et à un moment donné, il y avait fontaine blanche. C'est quoi fontaine blanche? Ouais, alors c'est l'autre sortie du trou noir. C'est-à-dire qu'on suppose que quelque chose rentre dans le trou noir, la fontaine blanche c'est de l'autre côté. Un trou noir c'est une sphère, vous imaginez une sphère noire en face de vous. Vous lancez des bananes, vous trouvez devant. Et en physique, il y a un théorème qu'on appelle la conservation de l'information. On n'a pas le droit de perdre l'information en physique. Donc si j'ai une banane, ce qui est important dans la banane, c'est l'information de la banane. Dans la banane, je peux remonter à l'arbre en physique. Toutes les lois de physique qui vont dans un sens vont dans l'autre sens. Si ma pomme elle tombe, mon équation me dit d'où elle vient. La physique n'a pas de génie qui me coupe l'information entre les deux, que là je change les équations. Donc la physique est basée sur le principe que si je connais la condition, je peux remonter à l'origine, dans les deux sens. D'accord? C'est le principe de la physique, c'est prédictif. Donc la banane, elle a de l'information. Donc un atome dans le trou noir, c'est pas tant que l'objet disparaît, parce qu'on peut faire disparaître des quantas, c'est pas important, mais l'information de la banane, je ne peux pas la perdre. Donc le trou noir, le paradoxe du trou noir, ça doit être de l'information, c'est que si l'information rentre dans un trou noir, elle est forcée de sortir ailleurs, ce qu'on appelle une fontaine blanche. Donc sans doute, quelque part dans l'univers, il y a des gens qui reçoivent plein de bananes, ils ne savent pas pourquoi. Donc ils ne voient pas des trous noirs, ils voient des fontaines blanches, et essaient d'expliquer pourquoi ils ont des fontaines blanches, et d'où viennent toutes ces étoiles et ces galaxies qui sortent de cette fontaine blanche. Voilà, c'est une théorie, personne, c'est juste, enfin, une théorie, c'est la théorie d'Einstein. Tout ce que j'ai raconté n'est basé que sur l'équation d'Einstein. Donc dans l'équation d'Einstein, c'est trou de verre, on appelle ça un trou de verre, donc trou noir, trou de verre, fontaine blanche. Dans les équations d'Einstein, ça existe. Ça existe. Le seul problème, alors celui qui est interstellaire, c'est ce qu'on appelle la causalité. Probablement, vous revenez dans un espace qui est, parce que vous avez dit, il y a l'espace et le temps. Donc sans doute, vous avez une tranche de temps parallèle. Donc ce qui est possible, c'est que si on voyage dans le temps, comme on fait avec les trous noirs, dans Interstellar par exemple, on vienne sur la même couche d'espace et une couche temporelle différente. C'est-à-dire qu'on n'a pas de connexion entre l'un et l'autre. C'est le fameux paradoxe, si je reviens dans le passé, je tue mon grand-père, qu'est-ce que je deviens? Donc sans doute, on voyage dans l'espace, mais dans une autre couche d'espace, sans doute, qui n'est pas en connexion avec la nôtre. On appelle ça des multicouches spatiales, sans doute. Du coup, ça m'interroge beaucoup. Je cherche à faire des liens, mais évidemment, j'ai pas les compétences pour faire des liens. Mais par rapport, effectivement, quand vous parlez de, je dirais, certains niveaux, certaines personnes disent qu'il y a des mondes parallèles, Ouais. des niveaux parallèles, Sans donc y doute. compris par rapport à notre monde. Sans doute. Et j'entendais parler de sources blanches. C'est pour ça que quand vous avez parlé de fontaine blanche, je me dis, ben, tiens, est-ce que ça a à voir avec... S'il y a de l'information qui sort de quelque part, c'est qu'elle vient d'ailleurs. Il n'y a pas une conservation d'énergie dans l'univers, il y a une conservation de l'information a priori. Mais en fait, le problème du trou noir et tout ce que je vous raconte, c'est que c'est à la frontière d'un connaissance parce que l'horizon du trou noir a des énergies telles que la relativité d'Einstein n'est pas capable de décrire ce qu'il y a de l'autre côté. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on n'a pas la théorie qui nous permet d'écrire ce qui se passe de l'autre côté de l'horizon. Parce que pour ça, il faut une théorie quantique de la gravité qu'on n'a pas encore réussi à avoir. Donc l'énergie est tellement forte qu'elle est au-dessus de l'échelle de Planck et qu'on n'est plus capable de la décrire avec la relativité générale. Donc en tant que théoricien, en tant que physicien, je suis obligé de m'arrêter à la frontière du trou noir. Après, c'est des hypothèses qui sont aussi valables qu'un poète, qu'un philosophe ou qu'un religieux. Ce que je vais vous dire n'a pas plus de valeur parce que c'est des hypothèses de théorie quantique de la gravité qu'on ne maîtrise pas encore. Donc, mais en tout cas, c'est jouable. D'autres questions? D'ailleurs, John. Ah, monsieur, vas-y. Vas-y. Je reviens sur la question du temps.
on est toujours perdu quand on entend parler de dilatation du temps, contraction des longueurs. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple d'expliquer aux gens qu'il n'y a pas un temps, mais des temps, une multitude de temps. Exactement. Une fois qu'on a compris ça, pour moi, quand j'ai compris ça, moi, il m'a semblé que je comprenais beaucoup mieux. Oui, mais c'est ça. Chaque personne, suivant votre mouvement, chaque personne aura son propre temps. Vous n'avez pas le même temps que le voisin parce que vous n'avez pas la même vitesse que le voisin. Votre temps est fixé par rapport à votre vitesse à vous. C'est votre vitesse à vous qui définit votre temps. Oui, et chacun a sa propre vitesse. Je trouve que dans les conférences comme celle que vous le faites, on ne souligne jamais assez ce point-là, qui serait beaucoup éclairant pour Il y a les temps, ouais, plusieurs temps, les temps relatifs. Or, l'idée était de Bergson, hein, vous savez, un philosophe. Bergson était un ami d'Einstein. Hein. Bergson, c'est le premier qui a proposé un temps effectivement personnalisé, hein, c'est le fameux exemple de la tasse de café, où vous avez le temps qui passe quand j'essaie de mon sucre. Si je suis pressé, le sucre, ils ne font pas assez rapidement. Et si j'ai mon temps, je trouve que le sucre, ils font assez rapidement. Donc en fait, c'est la première fois que personne a. C'est pour ça qu'il est très proche d'Einstein, parce qu'il a dit chaque personne, le propre temps qui compte, c'est pas le tic-tac des horloges, mais c'est le temps qu'on ressent, le temps ressenti. Et donc il se trouve qu'Einstein, avec sa théorie de la relativité restreinte, applique exactement ça, c'est que le temps non seulement ressenti, mais le vrai temps dépend de chacun. C'est exactement ça. Oui, madame, derrière, puis après, tu as une question aussi. Oui, à un moment donné, vous avez dit l'univers est reparti et à chaque fois il repart. Alors, est-ce que c'est quelque chose un peu comme les boucles de temps ou... Ah, ça, on ne sait pas. On ne sait pas, oui. Alors pour Penrose, qui travaille avec Hawking, il pense que l'univers est fait d'une suite infinie du Big Bang. Et qu'on est reparti d'une phase du Big Bang. L'échelle est beaucoup plus faible qu'à l'époque du Big Bang, mais qu'on est reparti d'une phase du Big Bang. Après, on n'en sait rien, parce que, vous voyez, on a eu un Big Bang, et après on a formé des galaxies. Là, il peut se passer la même chose. Il est en expansion, mais peut-être que dans 8 milliards d'années, l'expansion va s'arrêter. Peut-être que l'énergie noire va se désintégrer, ce qui est aussi une possibilité. On n'a pas d'idée de ce qui va se passer dans 8 milliards d'années. Pour l'instant, on observe une phase d'expansion accélérée. Je ne peux pas vous prédire de ce qui va se passer dans 15 milliards d'années, malheureusement, parce que ça dépend de la nature de cette énergie noire. Ouais. Vas-y. J'avais juste un moment donné, j'ai pas bien compris. C'est au moment du Big Bang, vous avez expliqué que la matière noire se condensait dans des points qui créaient de la chaleur. Ouais. Et du coup, ces points-là créent du coup de la matière. Ouais, des étoiles. Des étoiles. Et du coup, les étoiles sont formées de matière. Ouais. Autre que de la matière noire. Exactement. Mais d'où est issue cette matière? Ah, la matière noire. Non, la matière. Ah, la matière d'étoiles. En fait, ok, on a des hypothèses. C'est qu'après le Big Bang, le champ responsable de l'expansion du Big Bang, de l'expansion de l'univers, on appelle ça l'inflaton. C'est le nom qu'on donne parce qu'on n'est pas très originaux dans les noms. Inflation, inflaton. Il s'est désintégré en matière. Et quand il s'est désintégré en matière, il s'est intégré en photons, en protons, enfin en quarks, hein, photons, protons, quarks et matière noire. Donc en fait, il s'est intégré en tout type de matière, mais plus en matière noire qu'en photons et qu'en matière visible. 80% fois plus qu'en matière visible. Il n'y a plus beaucoup de gens qui travaillent sur la matière noire. C'est pas évident d'où elle vient, mais c'est une bonne question, hein, d'où vient la matière noire. Il y a plein de modèles qui essaient de l'expliquer. Mais en général, on se dit qu'on a plus de matière noire que de matière à un moment donné. Et c'est pour ça qu'elle a dominé. Mais noire, dans le sens, elle n'interagit pas avec d'autres matières. Donc elle ne va pas former des étoiles avec la matière. Elle ne va pas former des galaxies avec la matière. Elle ne va pas former des planètes avec la matière. Mais peut-être qu'elle forme des étoiles noires, des galaxies noires de son côté, elle. On ne le sait pas. Sous ces points noirs, on ne sait pas de quoi ils sont faits. On ne l'a pas détecté, en fait, encore. C'est que des hypothèses. Merci. Tu voulais ou... Ah, vas-y. Allez-y. C'est une question sur la... Faites passer le micro. Merci. Donc c'est une question sur la façon dont on a mesuré le front diffus cosmologique. Ouais. Je n'ai pas dit non, donc vous le connaissez, c'est bien, parce que je n'ai pas parlé du nom. Mais... Donc on a cette Planck qui mesure avec une très grande précision les températures dans toutes les directions. Ouais. Et pour accéder à la carte donc, qui s'est passée à le ballon de rugby, là. Là, il faut retirer toute la lumière qui vient d'avant. Bien sûr. Et le satellite, il voit que ce qui est au premier plan. Ouais. Donc on retire ce qu'on voit, et on trouve zéro. Ouais. Non, parce qu'en fait, il y a d'autres satellites. Si vous voulez, les longueurs d'onde émises ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que le satellite Planck voit un certain type de couleur, si vous voulez, comme les yeux. Vous savez, les yeux, ils voient entre le rouge et le vert, c'est quasiment rien.
Les chats voient l'infrarouge, etc. Donc en fait, on a plein de satellites, mais on n'a pas un satellite qui voit tout l'espace comme vous avez comme image de l'espace. Chaque satellite voit différents types de couleurs. D'accord? Donc les galaxies n'ont pas la même couleur que le fond diffus cosmologique du tout. Le fond diffus cosmologique a une température très basse. D'accord? Donc en fait, on a un satellite qui va voir... James Webb, par exemple, ne voit pas le fond diffus cosmologique. Parfois, on me dit pourquoi James Webb voit moins loin que Planck. Parce que James Webb, lui, voit le visible. Et c'est plus difficile de voir le visible. Planck, il voit à peu près 2 degrés. D'accord? Donc c'est des fréquences très faibles. D'accord? Donc c'est 10-17 Hz. Donc c'est rien du tout. Donc, parce que la lumière du Big Bang est très faible. Elle a une température très basse. Donc en fait, suivant notre fenêtre de vision de satellite, il va voir différentes choses. Alors évidemment, certaines galaxies vont émettre un peu devant le fond diffus. Certaines galaxies vont émettre un peu de ces lumières-là, mais pas beaucoup, et on sait combien, parce qu'on connaît bien les galaxies. Donc on peut soustraire la lumière émise des galaxies. Donc en fait, on soustrait. Évidemment, vous voyez par exemple, vous voyez bien qu'on a la Voie lactée devant nous. Donc il faut soustraire la Voie lactée. Et c'est encore plus complexe parce que la Terre, elle bouge dans l'univers. Notre galaxie, elle bouge. Donc il faut aussi soustraire le mouvement de la Terre. Parce que comme elle bouge vers le fond diffus, vous voyez, là je vais voir plutôt bleu et derrière je vais voir plutôt rouge. Donc il faut aussi que je soustrais le mouvement de la Terre. Donc c'est toute une opération de soustraction pour imaginer ce qu'on verrait si on est fixé et qu'on est en train d'observer tout le ciel qui vient vers nous. Et c'est ce qu'on observe. Voilà. Mais c'est un gros calcul. Oui. Une autre question. Vous pouvez crier. Non, on va vous passer un micro. On avait parlé d'antimatière à un moment. Ça, on en parlera dans un mois. L'antimatière, notamment on va parler de la symétrie de l'antimatière. Alors ça c'est un gros mystère, des mystères de l'univers, il y en a plein, parce que vous allez dire, mais qu'est-ce que vous foutez? Vous ne savez pas ce que c'est que la matière noire, vous ne savez pas ce que c'est qu'une énergie noire, vous me dites, vous ne savez pas ce que c'est qu'un trou noir, vous ne savez pas ce que c'est qu'une fontaine blanche, bon, ça avec nos impôts en plus, tout ça. Enfin, vous faites votre boulot. Alors, et je vais arriver sur l'antimatière. La physique a toujours été une lutte entre théoriciens et expérimentateurs. Pour les postes permanents, pour les budgets, on a un laboratoire de théoriciens. En gros, les théoriciens, c'est 5-10%, et 90%, 95%, c'est des expérimentateurs. Donc, des gens qui construisent des satellites, etc., etc. Donc, parfois, les théoriciens sont en avance, ils ont des théories que les expérimentateurs ne sont pas capables de tester. Et là, on a une phase, comme je dis, un peu opposée, où parfois, c'est les expérimentateurs qui découvrent des choses que les théoriciens n'avaient pas envisagées. Et c'est à nous d'essayer de comprendre ce qu'ils trouvent. Donc, la cosmologie a atteint une phase expérimentale suffisamment développée pour que nous, théoriciens, on soit perdus. Parce qu'ils nous montrent des trucs, expliquez-nous ça, et on n'y arrive pas. Donc c'est pour ça que voilà. Donc il y a plein de mystères dû au fait qu'on découvre des choses auxquelles on ne s'y attendait pas. D'accord? L'antimatière, c'est aussi, c'est une grande question, c'est pourquoi on est fait de matière et pas d'antimatière. C'est une grosse question. C'est-à-dire que quand on regarde en fait le nombre de photons dans la lumière qu'on a, on a en gros 3 milliards de photons pour un proton. D'accord? Donc dans notre univers, le nombre de photons, le fameux fond diffus que vous voyez là, la belle photo du rubis, là-dedans, il y a 3 milliards de photons pour un proton. Nous on est fait de protons, hein, la matière. Donc ça, on ne comprend pas. Parce que ça veut dire qu'au début de l'univers, comme je vous ai dit, l'inflaton, il a créé 3 milliards de photons et 3 milliards de protons. Et 3 milliards d'antiprotons. L'univers s'en fout de la matière ou de l'antimatière, a priori. Le Big Bang, Dieu, appelez-le comme vous voulez. Il ne va pas avoir une préférence pour une équipe par rapport à une autre. Il ne va pas dire, moi je parie sur la matière plutôt que l'antimatière. D'accord? Et il se trouve qu'il a créé 3 milliards de protons, 3 milliards d'antiprotons, 3 milliards de photons et 3 milliards 1 de protons. Et donc les 3 milliards de protons et d'antiprotons se sont annihilés, matière et antimatière sont annihilés. Ils ont formé les 3 milliards de photons. Et le petit 1 qui restait de l'annihilation, ben c'est nous. Donc nous sommes issus de cette... Il y a eu un grand combat, il a produit 3 milliards de matière, 3 milliards d'antimatière, 3 milliards 1 de matière et 3 milliards d'antimatière. C'est les chiffres. Ils sont annihilés, ils ont formé les 3 milliards de photons que vous voyez là, et le petit 1 qui restait, c'est nous. Pourquoi ce petit 1 sur 3 milliards? On appelle ça la baryogénèse, parce que le nom de protons qu'on donne nous, c'est des baryons, ça veut dire loup en grec. On ne dit pas proton, on dit baryon, parce qu'il y a aussi des neutrons, enfin, il y a plus de particules. Donc, tout ce qui est matière, on appelle ça des baryons. Il y a un baryon pour 3 milliards de photons, c'est-à-dire qu'il y avait 3 milliards d'antibaryons, 3 milliards 1 de baryons, 3 milliards, un combat à mort. Ils sont annihilés, ça donne la lumière. Matière, antimatière, ça fait la lumière. Et le petit 1 qui restait, le petit plus de baryons, nous, on est resté tout seul et on a formé des étoiles et des galaxies. Le 1, c'est toute la matière de l'univers. Ouais, c'est nous. On est le 1 sur 3 milliards. C'est un mystère. Beaucoup de chercheurs travaillent dessus. On appelle ça la baryogénèse.
c'est pas évident. Alors le neutrino pourrait être une... Le neutrino, il a une caractéristique, c'est une particularité assez particulière. Il est sa propre antimatière. Particularité assez bizarre, un neutrino. Il est lui-même sa propre antimatière. Ça existe. Et peut-être que lui, il pourrait faire un petit chemin entre matière et antimatière. Il pourrait dire, tiens, je favorise l'un par rapport à l'autre. Voilà. Mais c'est ce petit... Vous savez, en général, c'est ce que tu disais sur la symétrie. C'est pas ce qu'on appelle une particule de Dirac, non? Majorana. Ou de Majorana. Ouais, Majorana. On appelle ça une particule de Majorana, exact. Une particule de Majorana, c'est ce qui est équivalent de son antimatière. Mais tout, ça, tu es en train de dire la partie symétrie la prochaine fois, et la partie symétrie par là. L'univers, vous voyez, c'est ça la beauté de l'univers. Regardez notre visage. On est quasiment symétrique. Hein, presque symétrique. L'univers, il fait que de choses comme ça. L'ADN, presque symétrique. Tout est presque symétrique. Et en fait, paradoxalement, la beauté de l'univers, c'est parce que si tout était exactement la même chose, notre petit ballon de rugby, là, le rouge et le bleu, il n'y a que 0,000001 degré de différence, 10-5. Entre le rouge et le bleu, il n'y a que 0,000001 degré de différence. C'est rien, c'est ridicule. Cette petite différence fait qu'on est là. Plus le fait qu'on ait un proton pour 3 milliards fait qu'on est là. Si vous voulez, l'univers est d'une beauté absolue, à 3 milliards, à 1 pour 3 milliards, il y a une beauté absolue. Il y a ce petit 1, comme le visage qui n'est pas complètement symétrique, qui fait qu'on a des papillons et qu'on a Léonard de Vinci. Ça qui est paradoxal, c'est que la symétrie, c'était absolu et c'était belle. Il n'y aurait rien. Il n'y aurait rien. L'univers serait totalement plat. Rien, pas de galaxie. Le fait d'avoir ce petit 1, ce petit 0,0001, fait qu'à la fin, ça grandit, et ça forme Léonard de Vinci ou Einstein d'ailleurs, entre autres. Voilà, donc et ça, pour nous, en tant que physiciens, c'est un mystère, parce qu'on veut expliquer pourquoi la nature, elle a eu ce petit défaut-là, qui est fantastique, hein, parce qu'on est là pour s'expliquer. Mais ce petit défaut de matière par rapport à l'antimatière, par exemple, c'est un petit défaut où on travaille beaucoup dessus. On ne le comprend pas beaucoup. Et on est sûr que matière noire et énergie noire, c'est pas la même chose? Non, parce que c'est l'opposé. La matière noire est attractive. C'est une force d'attraction qui, en fait, c'est comme une glu. Sans matière noire, on n'aurait pas de galaxie. C'est très simple. Hein. Sans matière noire, on n'aurait pas de galaxie. Parce que la matière noire, c'est comme une toile d'araignée, elle sert de glu. Et donc la matière va s'accumuler autour des points de glu. D'accord? Donc sans matière noire, le galaxie sera apparu dans 15 milliards d'années. Le fait qu'une galaxie soit apparue uniquement 300 millions d'années après le Big Bang, très tôt. Hein. Vous voyez James Webb, il voit, il y a 13,5 milliards d'années, il y avait déjà notre galaxie. C'est énorme. Donc ça veut dire en fait que la matière noire a accéléré le processus. Si la matière noire n'était pas là, notre galaxie aurait été formée dans 15 milliards d'années. Donc en fait, c'est parce que la matière noire est là qu'elle est attractive, donc elle a une force attractive. L'énergie noire, c'est l'opposé. Elle a une phase répulsive. Donc on a une phase où c'est la matière qui a dominé pendant 8 milliards d'années, ça a fait ça. Et depuis 5 milliards d'années, donc 8 milliards d'années après le Big Bang, et ben ça fait ça. Donc on a une phase répulsive maintenant. Donc les deux, il y a 25% de matière noire, 75%, il y a 25% de matière, 75% d'énergie noire. Et 25% de matière, qui est principalement de la matière noire. Donc l'univers, c'est en gros 3 quarts d'énergie noire, 1 quart de matière. Matière attractive, énergie noire répulsif. Il y a 8 milliards d'années, c'était moitié-moitié. C'est aussi très bizarre qu'on soit à une période. Ah oui, merci. C'est très très bizarre qu'on soit à une période où on peut mesurer. Ah oui, alors j'ai un collègue qui commence sa conférence comme ça, je trouve qu'elle est pas mal. Il dit, vous avez beaucoup de chance. Parce que ça, on n'aurait pas pu faire la même conférence il y a juste 20 ans. Alors, rien à voir avec ça. Vous êtes à une époque, mais même si je prends l'histoire de l'humanité, vous êtes à une époque où on sait à quelle époque a eu lieu le Big Bang, où c'est où on est. On connaît la taille de l'horizon, on sait qu'il y a de la matière noire et de l'énergie noire. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de chances que ça, qu'on arrive maintenant à connaître toutes ces composants-là où on n'avait aucune idée qu'elles existaient il y a uniquement 25 ans. Donc on est dans une phase vraiment incroyable. Maintenant, une question que j'ai vue qui est très très intéressante et qu'on se posait, que je me suis posée, je viens de vous dire aussi, à l'inverse, que dans 50 milliards d'années, on ne verra plus rien, vous savez. Tout partait de l'horizon. Donc un physicien, dans 50 milliards d'années, ne donnera pas ce séminaire-là. Donc le principe cosmologique, alors toutes les équations d'Einstein sont basées sur le principe cosmologique où je vous ai dit que si je donne une conférence ici, ou si je la donne ici dans l'espace, je donnerai la même conférence. Les lois de la physique sont les mêmes. On observe le même fond diffus cosmologique. C'est le principe d'Einstein. Le principe cosmologique, c'est que quel que soit l'endroit dans l'espace, on doit donner la même conférence exactement avec les mêmes données. Ça, c'est le principe d'Einstein de base qui a mené à ces équations-là. Il est fantastique. Il y a un principe cosmologique absolu où on fait le même principe sur le temps. Et de se dire, la conférence que je donne maintenant devrait être la même que dans 1 milliard d'années avec les données que j'ai maintenant. Il se trouve qu'il ne semble pas respecter celui-là, parce que dans 50 milliards d'années,
les gens n'auront pas du tout le fond diffus, ils verront même plus le fond diffus cosmologique, le fameux ballon de rugby. Ils ne l'auront pas. Comment ils vont pouvoir imaginer que des galaxies ont été formées? J'ai aucune idée. Il faudra imaginer, ou alors il faut qu'on grave sur un disque dur très solide de ce qu'on a vu nous, ok, et qui retrouve les lois, parce qu'on réfléchit avec des collègues parfois. Parce que donc le raisonnement inverse, c'est de se dire, est-ce qu'à ce moment-là, nous aussi, on a perdu des choses qui sont de l'autre côté de l'horizon? Parce que je suis en train de vous dire que les physiciens qui sont là, ils donneront une conférence maigrichonne. Ils auront une seule galaxie, ils n'auront rien d'autre. Ils n'auront pas d'énergie noire, à peine de la matière noire, rien d'autre. Mais du coup, nous, on est ici. Donc ça se trouve, le physicien qui était avant nous, peut-être qu'il y avait des choses qui sont parties dans l'horizon entre le Big Bang et maintenant, qu'on ne voit plus, qui nous auraient informés sur ce que c'est cette énergie noire. C'est pour ça qu'elle est mystérieuse. Parce que peut-être que des choses sont passées de l'autre côté de l'horizon et qu'on n'y a plus accès. Il y a une perte d'information dans le temps. Qui sait, exactement. Donc peut-être ce que je vous ai raconté là, les mystères que je vous parle dans l'énergie noire, par exemple, ce mystère-là, peut-être, il y a 1 milliard d'années, ça aurait été évident pour les physiciens. Parce qu'ils auraient vu, par exemple, j'en sais rien, ils auraient vu que l'univers était un ballon, maintenant le ballon était très très plat, et peut-être l'univers était très très tordu, et peut-être qu'il mesurait une courbure de l'univers, et maintenant l'univers peut-être qu'il est tellement comme la fourmi par rapport à la citrouille. On a l'impression que la citrouille est plate parce qu'on est petit par rapport à l'univers, mais peut-être qu'à l'époque l'univers était très très courbé. Et donc ils avaient, c'est normal, on est en train d'étendre parce qu'on a un rayon de courbure. Je ne peux pas imaginer ce qu'ils avaient à l'époque qu'on ne voit plus maintenant et qu'on ne verra jamais. Oui. Une question sur la phase d'expansion. On peut parler plus vite que la lumière, et vu la taille de l'univers, comment l'expansion a pu avoir lieu en peu de temps? Non, on va plus vite que cette lumière. Hein. On peut aller plus vite. Oui. En fait, on ne peut pas aller plus vite que cette lumière à travers l'espace. Donc d'un point d'espace à un autre point d'espace, là je ne peux pas aller plus vite que cette lumière. Mais l'espace lui-même n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Donc en fait l'espace c'est comme un système élastique. Il n'y a pas de limite. Par contre, la vitesse ne peut pas aller plus vite que, on peut pas aller plus vite que cette lumière à travers l'espace. Donc en gros ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la lumière va vers moi, d'accord? Là c'est le Big Bang, d'accord? Et nous on est là. Donc la lumière se dirige vers moi. Imaginez un tapis roulant que j'accélère, comme l'expansion accélère, d'accord? Donc je suis sur un tapis roulant, je vais contre le tapis roulant. Mais si je vais plus vite que le tapis roulant, je me dirige toujours vers la Terre. Mais si mon tapis roulant accélère, ben je vais reculer. J'aurais beau aller à la vitesse de la lumière, je vais quand même reculer. Donc pour la personne qui est là, en fait, il ne va pas voir la lumière. Mais il ira quand même à la vitesse de la lumière, mais à travers un tapis roulant qui, lui, va plus vite que la vitesse de la lumière dans l'autre sens. Donc ça, c'est aussi une misconception souvent, j'entends ça, c'est vrai, on ne peut pas aller plus vite que la lumière à travers l'espace. Mais l'espace lui-même ne respecte pas cette loi-là. Encore des questions? Sinon, je reprends le micro s'il n'y a pas d'autres questions. Enfin, le micro qui est dans le public. C'est un gros voyage, hein? Oui, c'est super. C'est gratuit en plus, franchement, hein, par rapport au ticket du métro, encore moins cher que les métros. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si tu veux être rasseoir ou si tu veux. Ouais, je mets là. Alors, juste, j'ai prévu juste 2-3 petites questions dans le temps qui reste parce que je voudrais aussi que les gens puissent venir se faire dédicacer tes livres. Alors, il y a un thème dont tu n'as pas parlé. Alors, je ne vais pas reparler de la masse manquante et de la matière noire parce que tu en as parlé. C'est la question de l'atome, juste pour reprendre la structure de ton bouquin, parce que tu commences la première partie avec ça. Est-ce que, sur l'image qu'on a de l'atome, en fait, l'image qu'on a de l'atome, donc c'est un noyau avec des électrons qui tournent autour, et cette image, c'est l'image qui est enseignée à l'école, mais à quel point cette image est encore fidèle à la réalité actuelle? Parce que comme je le disais il y a un mois, la notion de noyau est trompeuse parce qu'on pense au noyau d'un abricot ou d'une pêche, et en fait il faut bien voir que le noyau de l'atome qui contient 99,9% de sa masse, c'est ça? Ouais. Et bien en fait il est 1000 fois plus petit que l'atome, et que donc pour prendre une image, c'est un peu comme un grain de riz sur un terrain de football. Ah ouais, à peu près ça, ouais. À peu près. Le ping-pong je croyais, mais alors, il faut refaire le plus. Du coup ça veut dire que cette image n'est pas du tout fidèle voilà, oui. Enfin, les échelles ne sont pas fidèles, par contre. Alors ça, c'est très intéressant ce qu'il a montré, parce que vous voyez, on a une idée planétaire. Oui. Alors je vais faire une petite histoire. C'est Rutherford, le premier, en 1911, qui a eu cette idée-là. Parce qu'il a observé ça. En gros, il a envoyé dans la forme d'or. J'en avais parlé il y a un mois. Il a envoyé des noyaux d'hélium, des rayons alpha, on appelle ça, et ça passe à travers. Et quelquefois, boum, ça lui revenait à la figure. D'accord? Donc c'est comme ça qu'il a vu qu'il y avait un centre vraiment très dense, et le reste était du vide.
En fait, il a présenté ça, ce qu'on appelle au congrès de Solvay. Vous avez peut-être vu cette photo du congrès de Solvay. On voit Einstein, Marie Curie. C'est une photo noir et blanc qu'on voit souvent dans les. Et puis tu dans les ouvres livres. ton livre là-dessus. Ah oui, mon livre commence à cette photo-là. Ouais. Alors, mon livre, c'est celui de 1926, je crois. Oui. Mais on peut avoir celui de 1911, où tu vois Rutherford. Et donc, il a proposé ce modèle-là à l'époque. Et les gens lui ont dit, bah, c'est ridicule, parce qu'on peut calculer en fait, parce que ça c'est plus et ça c'est moins. Le plus attire le moins. On peut calculer la durée de vie de ça. Et c'est à peu près 10 moins 6 secondes. C'est très, en fait, l'électron va se scratcher tout de suite, comme il attire beaucoup. C'est pas comme la Terre, la force gravitationnelle est assez faible. La force électromagnétique est très très forte en fait. Donc en fait, si on a cette image-là, normalement l'électron devrait se scratcher sur le noyau en une microseconde. Ah ouais, d'accord. Donc en 1911, quand Rutherford a dit non, mais c'est ce que je vois expérimentalement, les théoriciens ont dit, ils ont fait le calcul, Einstein a fait le calcul sur un bout d'enveloppe, et si c'est n'importe quoi ton modèle, il n'est pas stable. Et c'est là où la physique quantique est apparue, et c'est là où Bohr est apparu, parce que donc Rutherford est rentré et Bohr était en fait postdoc, et Bohr est allé voir Rutherford, et Bohr avait cette image de la physique quantique, donc je ne vais pas dans l'état de la physique quantique, mais Bohr c'est le premier qui a appliqué donc, la quantification, c'est-à-dire que les états d'énergie ne sont pas continus comme les notes de musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Bon, on a aussi des états d'énergie qui sont comme des notes de musique. Hein, votre corde de guitare, quand vous tapez votre corde de guitare, il n'y a que certaines notes qui correspondent au nombre de vibrations qui peuvent exister entre les deux bouts de votre guitare. D'accord ? Donc c'est la même chose, donc des niveaux de quantification. Et Bohr a dit, eh ben, les électrons en fait ils peuvent se mettre que dans des niveaux 1, 2, 3, 4. Donc les orbites en fait sont fixées par la physique quantique. Et c'est une grosse révolution. Pourquoi ? Parce que Bohr, en fait, son article est principalement philosophique. Il y a très peu d'équations dans l'article de Bohr, c'est 1913 Bohr. Il y a très peu d'équations, mais il est très long, enfin il fait 26 pages, qui est très long pour un article de physique, parce qu'il explique qu'il est en train de dire que la nature est quantique. C'est la seule façon pour laquelle les électrons ne peuvent pas se scratcher sur le noyau, c'est parce qu'il y a des marches, il y a une marche 1, 2, 3, 4, il n'y a pas la marche 0, d'accord ? Et donc il ne peut pas passer de la marche 1 à 0, il peut passer de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4, de 4 il peut descendre à 1, mais pas à 0. Donc en fait les niveaux d'énergie sont les niveaux d'énergie qu'on observe. Donc Bohr, c'est le premier qui a appliqué un principe de quantique de Planck, qui n'était pas atomique, hein. Planck, c'est pas la physique atomique. Ouais. Et Bohr a dit, je vais appliquer la mécanique quantique, qui était la quantisation des photons à l'époque, donc je vais appliquer la mécanique quantique à l'atome. Et donc, sa grande révolution, c'est qu'il a dit que la nature est quantique. Voilà. Et ce modèle est valable en rajoutant le fait que les orbites sont définies par la physique quantique. Et que l'électron ne peut pas être là, par exemple. D'accord ? Il ne peut pas être là. Il peut être que là, 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 là ou là, avec des marches définies. Ouais, d'accord. Okay. D'accord ? Et donc Bohr a dit, cette physique quantique qui existait depuis 1900, parce que le Planck c'est 1900, je vais l'appliquer à la physique atomique. D'accord. Okay. Et en fait, c'est après qu'il y a eu tous les, vous avez peut-être entendu parler, Heisenberg, Schrödinger, De Broglie, etc., toutes ces équipes de jeunes, qui à l'époque, en 1913, ils étaient à peine nés, parce que la plupart sont nés en 1900, donc en 1913, à cette époque-là, les Bohr et Schrödinger, ouais, ils étaient ados. Et donc, ils ont pris Bohr comme un père, et ils ne sont plus posés de questions. Alors, c'est bizarre de vous dire qu'il ne peut pas se scratcher parce qu'il tourne autour, c'est un principe à la brousse. Pourquoi Mais ça marche comme ça. Et donc, ils se sont dit, on ne va plus se poser de questions d'interprétation de physique quantique. On va prendre ça comme étant la vérité, et on va faire de la physique avec. Alors, plutôt que de se poser la question, pourquoi il ne tombe pas, pourquoi des marches quantiques, c'est ce qu'on observe. Donc, si c'est ce qu'on observe, faisons de la physique avec. Et acceptons que la nature soit quantique. Évidemment, il y a tous les paradoxes, notamment le prix Nobel dont on a parlé tout à l'heure, tous les paradoxes à l'aspect, etc., tous les paradoxes de la physique quantique, être là et pas là en même temps, la localisation dans l'espace, il y a énormément de paradoxes de la physique quantique, mais c'est des conséquences de ça. Et à chaque fois, ça marche. Donc les trucs absurdes de la physique quantique marchent. Donc la nature est quantique, voilà, il faut juste l'accepter. Et il fallait une jeune génération qui se dise, on arrête de se poser des questions philosophiques de pourquoi, c'est comme ça la nature, et bien on va faire les calculs avec. Et alors justement, j'avais une question sur les applications de l'atome. Par exemple, les fameux ordinateurs quantiques. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire quoi ? Ouais, c'est un grand terme, oui, c'est un grand terme. Alors, le prix Nobel a été décerné donc, aujourd'hui au Français Michel Devoret pour ses travaux, avec un Américain et un Anglais, Clark. Et en fait, principalement, c'est le principe, c'est que, comme j'ai dit, il n'y a plus de localisation, l'atome est là, là, là et là en même temps. L'idée, c'est qu'un ordinateur, ça envoie des 0 et des 1 en continu, ouais. D'accord ? Donc un ordinateur va envoyer 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 comme ça. Donc ça prend du temps, parce qu'il faut tous envoyer. Le principe de la physique quantique, c'est le principe de probabilité. Hein, c'est le principe qu'une particule, elle est partout en même temps,
et c'est quand je la mesure qu'elle va être là où je l'ai mesurée ou pas. C'est l'interprétation de Copenhague. Exactement. Donc, pareil, on ne se pose pas de questions, c'est comme ça. Voilà, le chat est vivant ou mort, bon, écoute, il est les deux en même temps. C'est ce qu'on observe. Donc, un chat est vivant et mort. Une particule est là et là. Elle est ici et sur la Lune. Ouais, on est tous partout et partout. Donc, l'ordinateur quantique, en fait, il envoie des 0 et des 1 en même temps. Donc, le 0, c'est aussi un 1. Et c'est aussi un 0. Un 1, un 0, un 1, un 0. C'est uniquement qu'on le mesure que ça va être un 0 ou un 1. D'accord? Donc, c'est le principe quantique, c'est qu'on l'applique au bit de l'ordinateur. Et donc, on envoie tous les bits en même temps. L'avantage, c'est qu'on envoie un paquet. On envoie tous les bits en même temps. Et c'est à l'arrivée qu'on calcule la probabilité pour 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Mais on a tous en même temps. Et l'ordinateur va traduire la probabilité pour que ce soit 0, 1, 0, 0, 0 plutôt que 0, 0, 0, 1, 0, 0. Donc en fait, l'information, l'image est envoyée d'un coup. Mais en termes technologiques, ça veut dire qu'il y a des microprocesseurs qui sont différents ou c'est juste... Ah oui, bien sûr. Il y a tout un... une architecture qui est complètement différente. Oui. À voir, parce qu'on n'est plus en séquentiel, on appelle ça séquentiel. On n'est plus en séquentiel, on n'a plus 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. On est, j'envoie tout avec une certaine probabilité. Et ça existe actuellement à l'état Oui, expérimental? il y a 2 ordinateurs quantiques. Google a fait 2 ordinateurs quantiques. Le prix Nobel, John Clark, l'anglais, a fait le premier ordinateur quantique chez Google. Le prix Nobel français travaille aussi avec lui maintenant. Donc il y a un ordinateur quantique. Or le problème, c'est la reconstruction de l'image qui, pour l'instant, donc il faut en gros après faire ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est combiner l'intelligence artificielle pour entraîner l'ordinateur à retrouver la bonne probabilité. Ah oui, d'accord. Okay. Je me suis trompé, je ne me suis pas trompé, je me suis trompé. Et donc après, il va comprendre les lois de la physique quantique. Il va comprendre ce que la personne A a voulu envoyer à B. Et concrètement, pour l'utilisateur, par rapport à un ordinateur non quantique, qu'est-ce que ça change? C'est des millions, des milliards de fois plus rapide parce que j'envoie toute l'information d'un coup. Ah oui, c'est ça. J'envoie tout ton processeur d'un coup et pas 1, 0, 1, 0, 0, 1. Ça ne chauffe pas, c'est pas un conducteur, etc. Et donc le prix Nobel de cette année-là qu'on a décerné à midi est un peu lié à ça. Parce qu'eux, en fait, ils ont le fameux effet tunnel. Donc l'effet tunnel, en gros, c'est la particule est là, j'ai un mur, et si je lance ma balle contre un mur, la balle va me revenir. En physique quantique, c'est pas le cas. Je lance 100 fois la balle, une fois elle va passer à travers le mur, comme un passe-muraille. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que la particule est là et là en même temps. La physique quantique vous dit que la nature c'est une vague, et comme une vague, elle est partout en même temps. Et donc il y a une probabilité non nulle qu'elle soit aussi de l'autre côté du mur. Et elle peut se matérialiser de l'autre côté du mur. En fait, la particule est des deux côtés du mur en même temps. Mais il y a 100 fois plus de chances qu'elle revienne qu'elle passe à travers le mur. C'est une probabilité de calcul. Et donc ça, c'est l'effet tunnel. Ce qu'ils ont fait pour avoir le prix Nobel, c'est qu'ils l'ont appliqué au système macroscopique. C'est pour ça que c'est un début d'ordinateur quantique. Parce que ça, on l'avait observé avec des atomes. Donc on savait que c'était avec des atomes. Mais est-ce que ça marche avec 2 atomes, 3 atomes, 4 atomes, 10 atomes, 20 atomes, 30 atomes? Et ils ont montré que ça marchait avec un courant. En gros, ils ont fait un courant, ils ont fait un coup de trou dans le circuit, et le courant, il passait quand même de l'autre côté, même s'il n'y avait plus de fil. D'accord? Donc c'est l'effet quantique, l'effet tunnel appliqué en macroscopique. Donc c'est les premiers à avoir dit tous les effets fous du chat vivant et mort de Schrödinger, et ben je vais l'appliquer sur le système solide vrai. Et ils ont des microprocesseurs comme ça qui sont basés vraiment uniquement sur le système quantique. Donc la quantique arrive maintenant au monde macroscopique. Donc vous serez peut-être un jour vivant et mort en même temps. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Je vois qu'il est 22h20, donc on va aller vers une petite C'est rien du tout là. conclusion. Parce que malheureusement, on doit terminer à 22h30. Peut-être pour que tu puisses signer quelques livres à des personnes qui sont éventuellement des erreurs. Alors, je voulais te poser des questions sur la vie quotidienne des chercheurs, mais peut-être je te les poserai dans 2 mois. On prendra ça tranquillement. Alors, je voudrais juste rappeler la bibliographie. Alors, donc, le livre dont il est question, c'est La Nouvelle Physique, et tu es prêt à le dédicacer, effectivement, c'est chez Albin Michel. Je rappelle aussi, mais je vois que tu ne l'as pas apporté, qu'il y a eu une édition de poche aussi qui est sortie il y a un mois. Depuis le début du mois de septembre, il y a aussi une édition de poche. Voilà. Alors, je conseille quelques livres pour ceux, peut-être tu peux faire des petits commentaires si tu veux, pour ceux qui veulent approfondir un petit peu les questions de la cosmologie. Alors, je vous avais parlé de Tristan Chan, qui est un très bon vulgarisateur, effectivement. Et poète aussi. Il y a ce volume chez Bouquin qui s'appelle Beauté et harmonie de l'univers, qui rassemble 4 de ses livres. Le chaos et l'harmonie, la mélodie secrète, l'infini dans la paume de la main, qui est un dialogue avec le moine bouddhiste Mathieu Ricard, c'est très intéressant. Et oui, donc 3 de ses livres. J'ai vu que était sorti récemment Petite histoire de la cosmologie de Françoise Combe,
effectivement, qui est quelqu'un d'important pour toi, je sais. Hein, C'est une des premières à avoir. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la matière noire, les astrophysiciens n'y ont jamais cru. C'est les physiciens des particules qui ont cru en premier. Et les astrophysiciens disaient on ne voit pas quelque chose, c'est quelque chose qu'on connaît mais qu'on ne voit pas. Voilà, en gros, la matière noire, c'est que je ne le vois pas. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est juste je ne le vois pas. C'est là, c'est des étoiles, c'est n'importe quoi, mais je ne les vois pas. Et c'est vrai que le monde astrophysique a longtemps été contre la matière noire, qui est plutôt donc issue de la physique des particules, dont je suis issu moi, physicien des particules. Et Frances Combs, c'est une des premières, une des rares astrophysiciennes à avoir englobé la matière noire et se dire oui, la matière noire existe. Et c'était vraiment, dans sa communauté à elle, c'était vraiment la seule à croire en matière noire il y a longtemps, il y a 40 ans. Hein. Et donc ensuite, elle a été professeure au Collège de France, effectivement. Elle l'est encore, je crois. Et elle l'est encore, je pense. Elle est à l'Académie aussi. Et elle est à l'Académie des sciences, voilà. Donc je pense, alors j'ai trouvé ça à la librairie l'autre fois, je ne sais pas si tu l'as lu, mais enfin, je pense que ça va être un excellent ouvrage de vulgarisation aussi. Petite histoire de la cosmologie, mais en plus pas très épais. Aussi un classique, j'en avais pas parlé, comme un très grand classique, l'évolution des idées en physique. Einstein et Einstein aussi, voilà, bon, avec une préface d'Étienne Klein. Toujours chez cette excellente collection que je vous recommande, chez Champ Flammarion Sciences. Et aussi, alors, il y a un numéro, le dernier numéro du magazine La Recherche, au cœur des atomes. Vous avez donc toute une synthèse sur les recherches actuelles sur les atomes. Voilà, quelles sont les questions qu'on se pose actuellement autour des atomes. Et puis j'ai aussi trouvé un excellent hors-série du Monde qui s'appelle La quantique autrement. Des premiers concepts aux dernières découvertes, garantis sans équation, vous voyez, par Julien Bobrov qui a qui est aussi prof à Paris-Saclay. Voilà, qui a rédigé tout ce numéro, ça vient de sortir, donc vous pouvez trouver ça chez votre kiosquier, et c'est de l'excellente vulgarisation aussi. C'est un très bon vulgarisateur, il fait aussi des conférences, hein, si vous avez l'occasion de voir Bobrov, alors c'est sur la physique quantique, hein, c'est pas la cosmologie. Et vraiment, il fait des expériences sur place, c'est très très intéressant. Julien Bobrov. Et donc, je vous remercie. Donc, je vous rappelle la page Facebook Université Populaire d'Issy-les-Moulineaux. Il y a aussi la chaîne YouTube à mon nom, Henri de Montvalier, sur laquelle vous allez pouvoir retrouver la vidéo de cette conférence et d'autres conférences. Et donc, je vous donne rendez-vous le mardi 4 novembre pour une conférence que je ferai sur les parties 3, 4 et 5 de ton livre. Donc, on parlera origine, la question du Big Bang, on parlera symétrie, un petit peu technique. Et on parlera gravité, on verra donc quelques questions cosmologiques. Donc voilà, rendez-vous mardi 4 novembre. Je te remercie, cher Yann. Donc je rappelle que les gens qui sont intéressés peuvent venir acheter, tu as même une machine à carte bleue, écoutez, c'est génial, et peuvent acheter ton livre et se le faire dédicacer, ou bien, voilà, ils peuvent aussi se faire dédicacer le livre sur la mesure du temps ou le livre sur Newton à la plage. Merci à tous, et je vous dis à dans un mois alors. Merci. Bonne nuit, bien le beau rêve. Vous allez aller dans le cosmos, hein, les rêves. Voilà, bon voyage dans le cosmos.